En l'absence de nos deux coprésidents retenus à des obligations extérieures, il m'échoit le rôle difficile de vous accueillir. Donc ça ne sera pas très long, je ne le ferai pas avec le même talent que notre président Gérard. En tout cas, merci à vous tous d'être là ce soir pour échanger avec Steve sur son dernier livre, ici La liberté coûte cher, un livre qu'il a écrit, je dirais que c'est un peu la troisième mi-temps après le livre que nous avons commis tous les deux et qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais je pense qu'on en parlera et sans doute Daniel, qui va nous présenter Steve, en parlera également. Moi, je me contenterai simplement de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue, de vous rappeler que vous êtes ici chez Tous Créoles, qui est une association qui a pour but de rapprocher nos différences par le dialogue, par des espaces de rencontre, sans autre philosophie que celle d'établir des petits liens qui font ou pas des liens d'amitié, des liens de connexion. C'est l'objet de ces réunions que nous multiplions tous les mois, toutes les semaines, à l'occasion d'un livre, à l'occasion d'un intervenant qui a un propos à nous servir. Et l'idée, c'est à travers ces rencontres de mettre des ponts là où il y a encore des murs. Et donc, c'est simplement la raison d'être de ces moments. Donc, profitez-en. Nous allons donc entendre Steve et au milieu de la présentation, on va partager un petit peu de l'amitié et on va laisser un temps d'échange également parce que vous aurez sans doute beaucoup de questions à lui poser. Et puis voilà, maintenant que je vous souhaite une bonne soirée, une belle soirée, et je passe la parole à Daniel. Merci Emmanuel. Merci, et vraiment ravi et un peu ému ce soir, parce que je trouve que pour moi, ça a une sensation un peu particulière de recevoir Steve ici. Alors pour certains... vous connaissez Steve bien parce qu'il est de vos amis, de vos connaissances. Pour d'autres, vous ne le connaissez que parce qu'il a écrit un livre avec Emmanuel de Rênal. Pour peut-être quelques-uns, vous ne le connaissez pas du tout. Alors, quelques mots pour présenter Steve. Steve, je le précise, il a tellement de casquettes qu'on a du mal à imaginer qu'il n'a que 45 ans. Steve est né dans l'Hexagone, comme on dit, mais de parents guadeloupéens. Et très jeune, il a 1 an, je crois, quand il va vivre chez sa grand-mère en Guadeloupe. Ses parents vont venir le rejoindre, donc il passe une enfance en Guadeloupe. Et puis, il va venir à la Martinique faire des études. Et il va devenir universitaire. Et il vit à la Martinique. Alors, je disais que Steve avait beaucoup de casquettes. Je ne pourrais pas les nommer toutes. Il est universitaire, comme je vous l'ai dit, puisqu'il enseigne l'histoire des États-Unis à l'Université des Antilles. Alors, quelquefois, un peu par boutade, Steve dit qu'il est universitaire pour payer ses factures. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord parce qu'il est passionné par son métier. Ensuite, parce qu'il le connaît bien. Ensuite, parce que de l'universitaire, il a la rigueur intellectuelle qui va se retrouver dans d'autres domaines. Et enfin, de l'universitaire, il a le goût de la transmission. Donc, il est universitaire vraiment. Et il enseigne à la Martinique, mais il a enseigné aussi en Guadeloupe et à la Jamaïque. Une autre des casquettes de Steve, c'est que c'est un passionné de musique urbaine et que c'est lui-même un rappeur et un slameur. Et d'ailleurs, il connaît bien ce monde-là, puisque dans sa casquette d'écrivain, il va écrire sur ces musiques urbaines. C'est aussi un citoyen engagé, puisqu'il fait partie d'une association et qui permet à des prisonniers d'assumer en fait leur sortie du milieu carcéral par la lecture. Et il va en prison aussi aider à faire des fiches de lecture. C'est aussi un éditeur, puisque son livre d'aujourd'hui, qui est édité par Café Noir, ce n'est pas le premier livre édité par Café Noir, puisque le premier livre, c'est le livre d'un détenu qui est en prison, Denaël, et qui a écrit son parcours. Donc l'engagement de Steve va loin.
Steve Gadet, c'est aussi un intellectuel parce qu'il a participé à la création d'un groupe de réflexion il organise des conférences, des colloques, il a animé une revue. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui ne reste jamais sans lier sa pensée, l'action dans son territoire, dans sa région et aussi dans le monde. Et puis Steve, c'est un écrivain. C'est un écrivain et quand vous regarderez la liste de sa bibliographie, elle est impressionnante. Il y a beaucoup d'essais, mais il y a aussi des nouvelles, il y a aussi de la poésie et il y a aussi un roman, ai-je noté. Et ce soir, nous accueillons l'écrivain, nous accueillons donc Fola Gadet. Et comme je l'ai indiqué, si nous connaissons Steve, c'est par le fait que nous avons lu Dialogue improbable, ce dialogue entre un afro-descendant et un béké. Et je dois dire, et c'est pour cela que l'émotion est présente, que nous sommes ici à Tous Créoles. Emmanuel fait partie de Tous Créoles. Emmanuel est cher à notre cœur. Donc Steve, tu es cher à notre cœur. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir, Emmanuel a dit, c'est la 3e mi-temps. Nous allons voir ce que ce livre a provoqué. Il a provoqué chez toi. Et tu indiques que quand tu as écrit ce livre avec Emmanuel, tu es parti en voyage au Sénégal et en Belgique, et que ce livre, donc, c'est le fruit de ce temps de recul, de ce temps de réflexion. Et dans ce livre, il me semble, enfin moi je l'ai perçu comme ça, parce que je pense que chacun a une perception d'un ouvrage, je l'ai perçu comme un regard intime, le tien par rapport à ce que les réactions de ton entourage, des gens que tu croyais proches, des gens qui l'étaient moins, ces réactions, ce que ça a provoqué chez toi. Donc c'est ce regard intime. Mais ce livre, c'est également aussi un regard sur la société martiniquaise. Parce qu'à tout instant, tu interroges cette société. Tu interroges sur son rapport avec son identité, son rapport avec les Martiniquais entre eux, ses rapports avec les békés et surtout avec la représentation des békés. Donc c'est un livre sur nous-mêmes. Et puis c'est aussi une forme de voyage, parce que tout au long de cet ouvrage, tu nous livres le nom des auteurs qui te sont chers, qu'ils soient antillais, qu'ils soient caribéens, qu'ils soient noirs américains ou même qu'ils viennent d'ailleurs. Donc c'est ce voyage à travers la littérature, mais également aussi avec la musique, parce que tu nous donnes souvent des références. Tu vas nous parler de Nina Simone, tu vas nous parler de Mona. Donc tu embarques le lecteur dans ton univers. Et cet univers, et c'est justement ce qui est important à nous faire comprendre, c'est que fondamentalement, Steve Fola Gadet, c'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui est libre et qui refuse de s'enfermer dans toute case. C'est quelqu'un qui revendique la possibilité de réfléchir selon ses propres critères, d'agir selon ce que sa conscience lui dicte et non pas là où on l'a assigné d'être. Et il revendique, et ce n'est pas une chose qui est une chose commune, c'est une chose qui est rare. C'est de pouvoir, dans une société, en dépit de ce que ça coûte, de pouvoir assumer, de voir. Et c'est une chose que tu vas dire souvent, derrière le côté systémique, que tu reconnais la force du système dans une société, mais derrière la force de la relation humaine. Et cela, tu ne veux le perdre à aucun prix. Alors donc, ce livre, je pense pour ceux qui ne l'ont pas lu, que vous allez vous glisser dedans, que vous allez vous l'approprier. Vous n'allez peut-être pas le lire d'un trait, parce que c'est un livre qu'on doit méditer, parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes, il nous renvoie à notre société. Donc merci infiniment, non seulement d'avoir été de l'aventure avec Emmanuel, mais d'avoir écrit cet ouvrage et d'être là et de nous permettre ce moment d'échange. Merci. Merci aussi à toi, Daniel, pour ces mots chaleureux et ces mots qui me donnent le sentiment d'avoir été compris
Et ça, c'est toujours, pour moi, c'est une partie de l'énergie de l'écrivain. On écrit parce qu'on veut dire des choses, on écrit parce qu'on veut dialoguer avec des gens, et qu'on a le sentiment que ce qu'on a voulu exprimer, c'est passé, même si c'est pas passé sur tout, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. Merci en tout cas pour tes mots, je suis content d'être là. Je veux vous dire déjà pourquoi j'ai accepté d'être là. Je vais vous dire 2-3 mots sur pourquoi j'ai accepté d'être là. Et ensuite, quelques mots sur ce livre dont tu as bien saisi l'essence, vraiment. Et ça me fait du bien. J'ai accepté d'être là parce que je sais ce que ça coûte de penser différemment. Tous Créoles est une association dans les milieux militants que j'ai beaucoup fréquenté, qui est très décriée. Et donc, être associé à Tous Créoles dans les milieux militants, c'est pas toujours forcément bien vu. Mais ce que j'aime par-dessus tout, moi, c'est de cultiver mon indépendance. C'est d'assumer de vouloir échanger avec des gens qui pensent pas comme moi. Ce que j'essaie de faire, justement, c'est de me mettre dans des situations où je suis face à des gens qui n'ont pas la même vision du monde que moi, qui ne regardent pas à travers les mêmes lunettes. Parce que je suis de plus en plus persuadé que c'est très facile et très tentant de rester avec des gens qui pensent comme nous tout le temps. Ça conforte notre vision du monde. Et chacun d'entre nous, on est plus ou moins sensible à ces sirènes-là. Parce que se mettre face ou être à l'écoute de gens qui ne pensent pas comme nous, notre sens de la normalité est un peu bousculé. Ça peut nous mettre mal à l'aise. Mais j'ai compris que ça peut aussi nous enrichir. Donc, Emmanuel m'avait déjà proposé une première fois. Et je lui avais dit que non, que je n'étais pas prêt. Que j'avais fait le livre et c'était bien. Et je n'étais pas prêt à venir discuter avec Tous Créoles. Il me fallait du temps. Parce que, rappelez-vous, je pars de loin. Je pars de loin dans ma démarche, dans ma façon de vivre un peu le pays. Et donc là, par contre, j'ai accepté parce que j'ai écrit un livre sur la liberté de penser différemment. Et j'ai du respect pour les gens qui osent mettre en musique leur vision. Une vision qui parfois peut détonner, qui n'est pas attendue, qui peut être critiquable et amendable, mais j'aime ça. Les gens qui ne se laissent pas intimider par la doxa ou par ce qu'il est convenable ou pas de faire. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir ici. Je suis content d'être là. Je suis là sans grande prétention. Il y a effectivement pas mal de choses qui ont été dites sur moi, mais je ne vis pas tout ça en même temps. Et donc je suis pas toujours une loupe sur moi à me dire tu es ci, tu fais ça, tu es ci, tu fais ça. Là je viens parce qu'effectivement j'ai écrit des choses dans ce livre que j'ai envie de partager avec vous. Je suis convaincu que le pays a besoin de tous ses enfants. Pas simplement ceux qui parlent bien, comme moi, comme nous, ceux qui passent à la télé. Le pays a vraiment besoin de tous ses enfants et c'est pour ça que j'aime m'enrichir au contact de gens qui vivent le pays différemment, soit par leur expérience personnelle, par leur choix de vie, par leur âge, par leur communauté ethnique, par leur religion, qui vivent le pays autrement. Je crois que la différence pour nous n'est pas une menace. Et c'est ce que j'ai appris durant cette expérience. À partir du moment où on est OK avec nous, ce que les autres pensent ou leur façon de voir, c'est pas une menace. Leur style de vie, si on arrive à respirer quand ils passent à côté de nous et que notre cœur ne s'arrête pas, c'est que c'est pas une menace et qu'on peut faire certaines choses. Maintenant, pour parler de ce livre-là, ici, la liberté coûte cher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la liberté de faire autrement et de penser différemment, elle coûte cher chez nous. Vous pourrez me dire, mais c'est universel, je suis d'accord avec vous, mais j'essaie d'abord de centrer mon propos dans notre pays, dans la Martinique et la Guadeloupe. Ce sont des pays qui sont nés alors qu'il y avait une absence de liberté pour les personnes noires, pour les personnes non blanches et pour les femmes. Nos pays sont nés dans ce contexte-là. Donc, quand je dis ici la liberté coûte cher, ça veut dire que chaque parcelle de liberté d'être, chaque parcelle d'humanité qui a été reconnue, chaque institution qui a été mise en place après des crises pour résoudre certaines choses, tout ça, ça a coûté cher. Et je suis conscient et je me place dans ce couloir-là. C'est pour ça que je dis ça. C'est un peu l'essence de nos pays. Et je crois que la liberté, on pourrait en parler pendant des heures, mais la liberté d'être qui n'enfreint pas le code pénal, la liberté d'être différent, de penser différemment et d'avoir des choix de vie différents, je pense que ça a quelque chose de sacré. Ça a quelque chose de sacré
qu'on doit continuer à préserver. Et quand je parle de ça, je parle aussi beaucoup de notre société qui est homophobe, notre société qui a du mal avec les personnes transsexuelles, qui a du mal avec les personnes homosexuelles. Je ne suis pas en train de lever un drapeau. Hein. Je dis que nous sommes amenés des fois à brutaliser des gens qui, par leurs origines, qui, par leur choix de vie, leur sexualité ou autre, simplement parce qu'ils sont, notre société les brutalise. Notre société aussi, elle est négrophobe jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des comportements chez nous qui brutalisent le différent. Je ne me place pas simplement sur les questions raciales. Ça en fait partie, mais j'ai voulu élargir mon propos à simplement aux différents. Et donc, c'est ce qui m'a guidé pour ce livre-là. Comment établir des relations, comment penser la relation avec des gens différents. Déjà ça, c'est une affaire, mais quand on met cette question dans notre contexte à nous, nous sommes dans un contexte qui est explosif. Nous sommes dans un contexte où il y a des choses chez nous qui se passent, qui sont révoltantes, qui font que lorsqu'on est amené à penser des questions sensibles comme la question identitaire, comme la question raciale, je comprends que nos gens parfois manquent de lucidité sur ces questions. Oui, parce que ce sont des questions qui touchent à des choses qui sont très difficiles à vivre chez nous. Donc, lorsque les gens n'arrivent pas forcément à évoquer ça sans forcément perdre leur calme ou sans se dire que non, c'est comme si, et puis voilà, j'entends ça et je comprends parce que je sais d'où ça sort. Si vous savez ce que ça fait que de devoir subir la vie chère et de devoir subir certains problèmes structurels chez nous, vous savez ce que ça peut faire. Et donc, je ne suis pas là en mode sain. Finalement, j'ai rendu ma casquette de je ne sais trop quoi et je me suis assagi. Ce n'est pas du tout ça, ma démarche. Je revendique, oui, l'indépendance de pensée et aussi la nuance sur certaines choses. Tout n'est pas, concis ou consent. Sauf que la plupart des gens qui l'ont qu'à comprendre ça, on veut dire. L'autre point, excusez-moi. Oh, désolé. Oui, c'est là. C'est un livre où je relate aussi ce que j'ai appris de l'expérience que j'ai menée avec Emmanuel. J'ai appris pas mal de choses. Il y a des questions qu'on m'a posées. Il y a des fois, on me dit, mais qu'est-ce que tu as tiré de tout ça? Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Est-ce que tu crois qu'Emmanuel, lui, il a tiré quelque chose de tout ça? Il pourra y répondre. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, la première chose, c'est que dans un contexte comme le nôtre, maintenir l'indépendance de la pensée, c'est important. On n'est jamais complètement neutre. On n'est jamais complètement objectif. Je suis d'accord. Mais j'ai compris que c'est important de ne pas se laisser dicter sa conduite ou ses choix par les groupes auxquels on appartient. Parce que nous appartenons à des groupes ici, que ce soit des groupes vis-à-vis de nos couleurs de peau, nos origines, des groupes vis-à-vis de nos idées religieuses. Et ces groupes peuvent mettre une pression sur nous, sur ce qui est acceptable ou pas. Nous faisons partie, que ce soit via nos métiers ou autres. On a tous des fois certaines allégeances qui peuvent nous obliger. Je dis simplement qu'il faut y réfléchir. J'ai connu ces pressions du groupe dans les milieux religieux. J'ai quitté les milieux religieux pour ça. On me demandait d'être conforme à des choses qui n'avaient pas de sens forcément pour moi. On n'acceptait pas la nuance. On n'acceptait pas la complexité d'un être humain. Donc, au lieu de devoir payer des séances chez ma psychologue en plus, j'ai préféré quitter ces milieux. Mais j'ai retrouvé la même attitude dans les milieux militants. J'ai retrouvé la même attitude, c'est-à-dire si ou pas d'accord, eh bien, nous sommes fous à côté, quoi. C'est soit quoi d'accord, ou pas d'accord. Et si nous ne sommes pas d'accord pour X raisons, nous ne pouvons pas taper des nuances parce que ça nous va vivre là, ça raide. Et j'ai retrouvé la même intolérance à la nuance, la même intolérance à la différence. Encore une fois, je ne le dis pas simplement comme un saint, je sais d'où ça vient. L'autre chose que je veux dire, excusez-moi, je ne crois pas non plus en la pureté idéologique. Je crois qu'on vit, il y a des gens qui ont plus de cheveux blancs que moi, là, et je pense qu'ils ont déjà traversé la vie. Et je ne crois pas dans le fait que parler avec des gens vous rende impur. Je ne crois pas dans le fait qu'on se dise, mais tiens, si je suis radical sur certaines questions,
le fait d'échanger, ça nous rend impurs. Il y a pas mal de leaders dans le monde entier, hommes ou femmes, qui ont eu, pour le bien de leur société, à justement rentrer dans ces chemins croisés, même si ce n'était pas révélé au départ, mais rentrer dans ces chemins croisés et oui, établir le dialogue avec des gens qui étaient à l'opposé d'eux au niveau politique ou idéologique. Cette expérience m'a appris aussi qu'il y a plusieurs façons d'être béké ou de vivre l'identité béké, à mon avis, en Martinique. Il y a des façons d'être béké, je crois, qui consolident un certain statu quo, on pourra en parler, et il y a des façons d'être béké qui, justement, disent non à ceux qui nous emprisonnent et à ceux qui nous mettent en statu quo sur certaines questions. Et on pourra effectivement reprocher certaines choses à moi ou à Emmanuel, mais j'ai trouvé un homme qui n'était pas campé derrière des barrières et qui est disposé, moi je ne suis pas Dieu, donc je ne sais pas ce qu'il pense vraiment, mais qui était disposé à prendre certains risques, à sortir de son centre à lui, à se décentrer humblement pour mieux comprendre le pays. Parce que je suis persuadé qu'on n'a pas cette solution magique, hein. Et qu'au contraire, les choses qui font du bien au pays, on peut les découvrir aussi avec des gens qui vivent complètement différemment. C'est pour ça que je dis que le pays a vraiment besoin de tous ses enfants. Et l'humanité, justement, nous commande d'aller voir le pays à travers d'autres angles. On a tous un angle mort. Chacun d'entre nous, on a tous un angle mort dans le pays. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'angle mort, qui ont déjà vu le pays sous vraiment des angles différents, mais nos styles de vie, nos idées, nos convictions, nos générations, là où on habite, etc., ça nous fait avoir des angles morts. On veut dire par là qu'il y a des mondes et des réalités qu'elles n'ont pas qu'à voir en pays là. Ou bien des réalités qu'elles n'ont pas connaître. Et on ne peut pas parler des réalités, des affaires à pauvreté, hein, pas sans radis. Hein. Ça, c'est trop facile, pas sans radis. Mais là, on dit réalité, c'est des manières de vivre, des manières d'être, de passer la journée, de concevoir pays là qu'elles n'ont pas connaître, qu'elles ne peuvent pas imaginer, parce qu'elles n'ont pas connaître. Et mon avant-dernier point, c'est de dire qu'il nous faut continuer à conquérir plus d'autonomie intellectuelle. On vit dans des temps particuliers où le docteur Google a la réponse à presque toutes les questions qu'on peut se poser. Mais les questions les plus stupides, les plus grandes, il aura quelque chose à nous dire. Je ne parle pas de ça, mais je parle de pouvoir penser par nous-mêmes, vivre le pays. Ça peut parfois être une activité subversive, mais quand je dis l'autonomie intellectuelle, c'est-à-dire, oui, oser penser différemment, oser faire différemment, sans forcément toujours s'attendre à avoir un budget ou une tape derrière l'épaule qui nous dise c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que pas mal d'entre nous ont fait qui, avant d'arriver à la lumière ou avant d'être connus, ces choses ont commencé simplement par les convictions. Et il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de radio. Et c'était des convictions qui ont été simplement mises en musique à partir de quoi? À nous de voir, à partir d'expériences, de choses qu'on a vécues, lues, entendues. Et je trouve que cette autonomie-là, elle est à conquérir. Quand je dis autonomie, je ne dis pas une forme de devenir hautain parce qu'on possède des informations. Ce n'est pas ce que je veux dire, ou parce qu'on possède une expérience. Ce n'est pas de ça dont je parle. Hein. L'autonomie ne veut pas dire se retourner ou se pencher ou écouter. Ce n'est pas ce dont je parle. Mais ne pas attendre la validation ou l'assentiment ou, ne pas juger de si quelque chose est bon ou pas en fonction de son degré de popularité. Je pense que ça doit commencer d'abord à l'intérieur. Et puis la dernière chose que je veux dire, c'est que les 2 voyages que j'ai faits, oui, en Belgique et au Sénégal, bon, ils n'étaient pas révolutionnaires, hein, mais dans le moment où ils ont eu lieu, ils m'ont donné un recul que j'ai trouvé sain. Ça m'a fait penser à lorsque Aimé Césaire était parti en vacances en Europe chez un de ses amis et qui se lève un matin, il est ailleurs et il ouvre et il voit une île, il demande comment ça s'appelle, Martinska. Oula, et puis il a une espèce de flash parce qu'il n'est pas là où il est d'habitude et il pense donc différemment. Et donc ces 2 voyages m'ont permis d'aller à la rencontre du différent, que ça soit en Belgique, dans un pays comme la Belgique, le différent quand il est immigré, le différent quand il est d'une autre communauté ethnique en Belgique. Et au Sénégal aussi, c'était encore un autre positionnement avec d'autres personnes. Je suis allé au Sénégal avec des enseignants-chercheurs venant des États-Unis, d'autres pays d'Afrique. Et on a comme ça mené une mission de terrain pour vérifier certaines choses, aller prendre certaines données.
là aussi, c'était un autre positionnement que j'ai trouvé aussi très intéressant. Ne pas être enfermé dans une case. Et c'était de belles expériences pour moi. Ça me fait voir qu'on a besoin des fois, les questions qui nous préoccupent, on a besoin des fois de prendre, oui, du recul. Je ne pense pas qu'une seule personne a la solution de ce qui se passe au pays. L'humilité nous commande de pouvoir nous rencontrer, nous écouter, échanger un peu et puis continuer à garder notre autonomie de pensée. Merci. Je voudrais poser une question à Steve. Dans ton livre, à un certain moment, tu dis que c'est confortable d'être dans une position et que donc, quelquefois, on reste dans la case, comme tu dis. Ma question, mais parce que tu vas l'aborder d'une autre façon, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a une forme de peur de sortir, pas seulement de sa zone de confort, mais de connaître le réel? Et donc, cette question, à un certain moment, tu dis il faut pouvoir dominer la peur. Oui, et se cogner contre le réel. Se cogner. Qu'est-ce que j'appelle réel? C'est vraiment ce qu'on voit avec nos deux yeux, ce qui se fait vraiment le réel, ce qu'on entend, qu'on est en échange avec des gens. Oui, c'est ce dont je parle. Maintenant, on sait que faire différemment, ça vient avec des représailles, ça vient avec des menaces, ça vient avec être ridiculisé, ça vient avec des insultes des fois, ça vient avec une pression qu'on n'est pas tous... on n'est pas tous désireux de vivre ces choses, et même sur d'autres questions, comme par exemple la sexualité, etc. Parce que notre pays, sa surface est petite. Et je veux dire par là qu'on peut, dans un grand pays, on peut ne pas croiser la même personne tout le temps, mais dans un petit pays, ou quoi, jeune monde, ou pays en passant, moi, Lorrain, ou pays Sainte-Anne, mais ou pays, quoi, la galerie, mais quoi, faire quoi, joindre monde, moi, joindre des monde qui ont pas aimé, et des gens qui permettent moi, ils ont moi aussi, les autres aussi, ils ont joindre des gens que, voilà. Mais là, le fait que nous sommes dans cette petite surface, ça rend j'allais dire le coming out, ça rend ce pas-là un peu plus compliqué. Pour ma part, je me suis dit que je faisais quelque chose d'utile. J'ai d'abord, moi, structuré mon pourquoi. Et c'est pour ça que mon pourquoi n'a pas bougé. Même lorsqu'on a eu des fois des accords avec Emmanuel, mon pourquoi n'a toujours pas bougé. C'est lui que je gardais en ligne de mire pour pouvoir avoir la tête haute et parler tranquillement, marcher tranquillement dans le pays. Maintenant, les réseaux sociaux, ça déchaîne un peu tout et n'importe quoi. Donc, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Dans le réel, il y a des gens qui ont eu parfois le courage de me dire, ben écoute, avec ça, je ne suis pas d'accord pour telle question à partir de maintenant. Ne me parle plus. C'est arrivé peut-être une fois dans le réel, comme ça. Il y en a d'autres qui l'ont exprimé de façon un peu plus virulente, mais j'allais dire pas irrespectueuse. Pas irrespectueuse. Ça m'est arrivé avec d'autres militants, ça m'est arrivé devant le tribunal parce qu'on est là pour les mêmes raisons, mais il se trouve qu'on n'a pas le même dossier. Mais ce que je cherchais aussi à montrer, c'est que non, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il y a des choses qui nous réunissent et acceptons ce qui nous divise. Je crois qu'il y a peut-être plus de choses sur le chantier du pays qui nous rassemblent, mais je n'ai pas voulu que la peur ait le dernier mot. J'ai eu à certaines fois peur. Mais oui, j'ai eu, quand je vois un peu comment les gens étaient excités, j'ai eu, moi, à me dire, mais purée, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quand j'ai senti qu'elle arrivait dans mes veines, je me suis dit non, ça ne peut pas être comme ça. J'ai pris ma voiture et je suis allé me planter à 2-3 endroits où il y avait le plus de monde que possible, juste pour la faire se calmer. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allé à Fort-de-France, l'ai garée. Et là où il y a plein de gens qui prennent le bus, là, je suis allé là, j'ai marché tranquillement, je me suis posé comme si de rien n'était, mais je faisais exprès pour prendre la température des gens. Je suis allé à la galerie, la même chose, j'avais rien à faire, mais j'ai juste marché dedans. Juste moi pour me dire, hey, everything is okay, just relax. Mais ça m'a fait voir que les gens qui n'avaient pas le même avis, étaient simplement moins virulents. Ou les gens qui me disaient, non, moi je pense que on a suffisamment parlé, c'est la violence. Je dis, bon, d'accord. Est-ce que, à ce moment-là, si vous avez dans ça, vous pensez, il faut mettre ça en marche. Il faut mettre en musique. Vous avez dit ça comme ça, mais en vivre qu'à ça qu'à bail. Donc, si vous avez dans ça, pas dit ça simplement pour faire un argument contre moi, hein, mais
gardez-vous, casse à capoter. Et parfois, il y a des gens qui disent, ah non, mais, on a dit ça parce que non, moi, on semble beaucoup pacifique. C'est-à-dire que face à ça, ça a demandé vraiment d'assumer position. Il y a des gens qui étaient en genre, en tout cas, il dit, mais non, il y a en genre reculé. Mais sans gagner par rapport à tout ça, en comptant parce que, en gagner le fait de faire s'enlever. Et on pas dit ça en mode ouais en plus fort que tout le monde. Non, on a dit ça très humblement parce que si moun pas payer facture, you pas qu'à payer facture et ou pas qu'à faire rien contre le code pénal. On pas qu'à voir qui problème qui. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on a essayé de raisonner moins parce que à niveau à contexte que nous tenons, ça peut vite partir dans des manques. On dit mais non, ouais viens. Est-ce que vous font biter contre le code pénal? Non. C'est mon capable de quoi payer facture. Si des moments que viennent à l'enterrement, non, pas de problème. Pas de problème. Chacun, on vit ce qu'on a à vivre. Moi, ce que je dis, c'est de mettre nos convictions en musique. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui mettent leurs convictions en musique parce qu'on sait combien c'est dur de mettre ses convictions en musique. Bonsoir. Vous m'avez vraiment donné envie d'acheter et de lire votre livre. Merci. Je crois que aujourd'hui, effectivement, la liberté de penser, la liberté de dire nécessite beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux sur ce point-là. Moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi cette notion de droit aux différences, quelles qu'elles soient, d'ordre religieux ou autre, peu importe, sexuel. C'est aujourd'hui surtout ce manque de tolérance qui est vraiment, vraiment croissant et qui génère toutes ces violences, toutes ces agressivités. Pour moi, ce n'était pas forcément la notion de liberté de parler ou de penser. C'est aujourd'hui cette notion de tolérance à la différence qui pose un vrai problème sociétal. Je n'en connais pas la solution, en tout cas, ou au moins les pistes. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, toutes les communications partent tellement vite, partout. Vous avez effectivement évoqué les médias, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et puis c'est tellement facile de se cacher de manière plus ou moins anonyme et puis d'envoyer des informations malsaines, malveillantes. Donc ça aussi, c'est une gangrène. Je vous remercie pour votre remarque. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante dans nos échanges avec Emmanuel, quand j'ai entendu dire que avant, il pouvait penser d'une certaine façon et depuis nos échanges, il y a d'autres outils qui se rajoutent dans son paradigme. Et c'est ce que je trouve intéressant lorsque les différences se rencontrent. Emmanuel dit souvent que, il ne pensait pas souvent de manière systémique. Étant donné que, j'ai fait de la sociologie, je lui disais souvent que je ne veux pas simplement regarder les cas individuels. Oui, les individus, d'accord, on peut les considérer, leur humanité, leur façon de voir, mais ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau qu'on doit aussi considérer, c'est le niveau systémique. Nous sommes dans des systèmes que nous faisons et défaisons, mais je ne veux pas simplement regarder les individus. Dans tout ce questionnement, je nous invite aussi à questionner les systèmes qui, parfois, rendent les gens plus tendus sur certaines questions. Je vais profiter de ce qu'Emmanuel est à côté de moi, je lui ai fait venir exprès. Je connais l'humilité d'Emmanuel et Emmanuel ne veut surtout pas interférer parce que c'est le café littéraire de Steve. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas, alors qu'on a tant parlé d'Emmanuel, que je pose au moins une question à Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu te doutais que le livre que vous aviez écrit ensemble allait provoquer ces réactions aussi bien au niveau de Steve, mais que de façon générale? Alors, pour être honnête, un peu, puisque d'ailleurs, on se l'est dit tous les deux, on a longtemps hésité à aller au bout de ce travail. On s'est vu à plusieurs reprises, d'abord sans intention de publier, et quand on a lancé l'idée de publier, on s'est mutuellement dit... es-tu d'accord? Tu sais ce que ça va nous coûter? Il y a les risques. Donc on avait quand même le sentiment qu'on franchissait une ligne dangereuse, mais peut-être pas à ce point, parce que les réactions étaient peut-être plus virulentes que j'imaginais. Mais je savais bien qu'on mettait un pavé dans la mare, très clairement. Ça vaut le coup.
Bien, quand j'ai rencontré Steve, ça a été une rencontre humaine à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Je ne savais pas où ça allait nous mener. On s'est rencontrés. Au départ, c'était pour entendre une critique qu'il avait faite sur mon premier livre, Ubuntu. Et ça devait durer une demi-heure et s'arrêter là. C'était ça. Et puis, C'est-à-dire, non. Je veux qu'on soit factuel. C'est-à-dire que, oui, tu as écrit ce livre que j'ai lu, que j'ai critiqué. Tu as fait un entretien dans Antilla que j'ai lu et j'ai répondu au journal qui a publié ma réponse. Et là, tu m'envoies un message me disant, bon, voilà, tu as lu ça et ça t'épargne pas, mais tu trouves que c'est pertinent. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Oui, c'est exactement ça. Et donc, on s'est rencontrés et ça aurait pu s'arrêter là. C'était une rencontre sur le prétexte de ces écrits que tu as commentés et puis, soit le hasard, soit la volonté non exprimée par l'un et par l'autre a fait qu'on s'est revus, puis on s'est revus. Et en fait, on a tissé un lien humain, malgré nos différences, parce que je tiens aussi à dire qu'on s'est vus souvent et que nos pensées n'ont pas été perverties. C'est-à-dire que chacun est resté dans ses convictions profondes. Steve est resté dans ses vraies idées, je suis resté dans les miennes, mais on a quand même accepté d'en parler, on a accepté de les confronter sans prendre le risque, sans avoir peur de se perdre dans le dialogue. Et donc, à la question, est-ce que ça valait le coup? Moi, je dis oui, parce que toute expérience humaine est par nature à vivre. Nous sommes, je dis souvent, des homo sapiens qui sommes des êtres de relation. Le but d'une vie, c'est de multiplier les relations. Et plus la relation se fait avec le différent, plus elle peut nous apporter de la richesse. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas s'épargner ces opportunités de rencontre. Et pour ma part, je considère que cette rencontre forte que j'ai eue avec Steve, qui a duré quelques mois, est une étape, je dirais, presque essentielle dans ma vie. Steve Gadet, Fola Gadet a beaucoup parlé du regard extérieur. En fait, sa décision, lui, a été prise. Il a assumé, me semble-t-il. Mais il a beaucoup insisté sur l'influence de son environnement social, politique, qui l'a beaucoup affecté. Mais qu'en est-il de toi? Ta communauté Béquet, comment elle a réagi d'après toi? Alors, là aussi, je ne veux pas botter en touche, mais je viens d'un milieu où la pensée est libérale. C'est-à-dire, c'était d'ailleurs un point de départ de la discussion avec Steve, la pensée individuelle libérale face à une pensée systémique plutôt communautaire. Et donc, du fait de cette pensée libérale, je crois que dans mon milieu, on accorde une certaine tolérance aux idées dès lors qu'elles sont assumées, bien que... Alors, je n'ai pas eu de réaction, de mes amis frontalement négatives. J'ai eu des silences qui pouvaient parfois en dire long, mais objectivement, je n'ai pas eu ni d'attaque, ni d'expression de désaccord profond. J'ai eu quelques silences, en effet. Je pense que ce que je trouve intéressant, venant d'une communauté qui est perçue comme silencieuse, qui est perçue comme cultivant la discrétion, qui est perçue comme préférant bien sûr la paix sociale sur nos îles, détonner ça peut avoir un coût. Et moi aussi, je me suis posé vraiment cette question. Et j'ai aimé le fait que Emmanuel montre quelque part que le silence ne va pas nous aider. On reproche d'ailleurs souvent, on en a parlé dans le livre, le silence de Bernard Ayotte sur certaines questions. Il y a des gens qui auraient aimé l'entendre. Et ce silence est parfois pris comme du mépris. Lorsqu'il y a eu les événements en 2019, 2020, 2021, j'ai eu l'occasion de dire ça, qu'effectivement, quand il n'y a pas de dialogue qui s'installe, quand il n'y a rien en face, oui, ça peut tourner en eau de boudin. Donc le fait que tu
sorte d'un silence de lequel tu étais déjà sorti. Hein. Et quand j'ai lu ton livre, c'est parce que j'ai aimé ça. Je me suis dit, ah bon, il n'y en a pas 10 000 de personnes issues de la communauté béké qui prennent la plume pour parler de leur identité, parler d'eux. Ça a retenu mon attention. Donc, je trouve qu'on a tous intérêt, effectivement, à bouger un peu de nos lignes. D'ailleurs, ça va être à la base à la fois des remarques et puis après une question plus particulière. La seule chose que je peux déjà dire, c'est, je vais le montrer puisque je l'ai fait, voilà toutes les marque-pages que j'ai. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Déjà, ça c'est la première des choses. Il a été extrêmement intéressant pour moi. Alors, Daniel Marceline parlait tout à l'heure d'ailleurs de citations, vous voyez, en disant on voit un parcours au travers de ça. Je vais en reprendre deux des citations parce qu'elles me parlent, notamment sur le concept de post-vérité, qui était de dire des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. On l'a redit tout à l'heure, y compris avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est les faits, non, c'est les émotions qui parlent avant tout. Et une deuxième, qui va un peu dans le même sens, on assiste à une radicalité tout à fait nouvelle parce qu'elle est purement subjective, plus que politique. C'est l'incapacité de tolérer dans l'espace public le discours de quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Voilà pour moi deux citations que je partage totalement, qui illustrent pour moi beaucoup de choses. Et la question, elle est par rapport à deux mots qui sont utilisés régulièrement et qui ont d'ailleurs été repris tout à l'heure dans le propos, qui était, je vais en prendre un exemple, j'ai échangé avec un homme, là en parlant d'Emmanuel, et j'ai pensé que nos gens pouvaient tirer quelque chose du fond comme de la forme de nos échanges. Et mon questionnement, parce qu'il y a X fois dans le livre, c'était sur ce « nos gens ». C'est une façon pour moi, je fais un peu exprès, ce « nos gens » peut être des gens complètement différents, mais c'est une façon de nous faire nous rejoindre là, en disant ça. Voilà, je fais exprès, quoi. Je parle des gens du pays, je ne parle pas des personnes noires seulement. Je parle des gens, nos gens. C'est un terme que je trouve... il y a de l'affection dedans et il a un côté aussi fédérateur. Donc, on le lit de là où on est. Je parle de nos gens qui vivent dans le pays et nos gens aussi du pays, mais qui sont en diaspora, mais qui portent leur part de progrès, qui ont un cœur pour le pays. Ouais, c'est ça que je veux dire. Est-ce que tes références multiples aux auteurs, aux artistes, est-ce que cela signifie que pour toi, la culture et la connaissance sont des armes qui nous permettront de plus facilement engager ces échanges et ce dialogue? Je trouve que la culture nous aide à cultiver une forme de flexibilité dans nos têtes et dans nos êtres. C'est ça qui est intéressant. Elle nous aide à aussi chercher l'humain, repérer un peu l'humain dans ça. Donc oui, elle est importante. Elle est importante. Pour moi, je sais qu'elle m'aide à être un petit peu plus élastique. Écoute, elle m'aide aussi à me connecter avec d'autres personnes. Je suis allé en prison grâce à la littérature. J'y vais moins, mais je le fais via la culture. Et la littérature, elle a quelque chose de très puissant pour fédérer les gens, pour leur montrer en fait que nos problèmes humains, on peut se rejoindre dans nos problèmes humains, même si nos apparences, nos styles de vie, nos porte-monnaies sont un peu différents. Donc oui, l'art a tout son sens parce qu'il nous relie. Et j'aime bien une citation d'Harry Belafonte qui disait que l'artiste est un reflet de son temps et qu'il n'est pas là forcément pour apporter des réponses, mais il pose des questions, quoi. La première phrase que j'ai retenue, c'est que la différence n'est pas une menace. Ça fait plaisir d'entendre ça, bien évidemment. Mais notre problème, au-delà des problèmes de différence, je crois que ce sont des problèmes de vocabulaire. Tout simplement, on nous a créé, on nous a créé des mots et nous nous complaisons dans les mots. Exemple, quand vous dites les militants, je suis un militant. Je suis un militant sportif, associatif, politique, médiatique.
Donc, j'ai plusieurs casquettes de militant et je ne pense pas que je sois dans les militants dont vous parlez. Donc, il y a déjà une formalisation du mot qui me gêne. Quand vous dites afrodescendant, je suis afrodescendant, mais je suis également vendéo-descendant de la Vendée, je suis indo-descendant, je suis sino-descendant, je suis caraïbo, merci, je laissais pour la fin, descendant. Et même, j'ai découvert que j'avais des ancêtres qui venaient de Finlande et de Suède aussi. Et je me disais, chaque fois que j'entends afro-descendant, je dis, c'est quoi le pourcentage pour qu'on ait droit au titre d'afro-descendant? Et je me dis, tiens, on a inventé aussi le terme béké, le terme kouli, etc. Je passe un tas de termes, milate, dont je fais partie, paraît-il. Et je me dis, qui a décidé ça? Qui a décidé de donner des noms aux gens? Et tant que nous, on acceptera de répéter les mots qu'on nous a donnés, mais ce sera ça, cette différence-là, qui sera la menace qu'on nous a inculquée au fil des siècles, des ans, des arrêtés, des lois et tout. On nous a inculqué. Et malheureusement, nous continuons à garder ces différences de vocabulaire. Et j'ai la faiblesse de croire que ces différences de vocabulaire nous coûtent cher. Et j'ai eu la faute de commettre un livre qui s'appelle Timilate, parce que toute ma jeunesse, on m'a traité de mulâtre. Et comme j'aime à dire dans mes conférences, un mulâtre, c'est le produit d'un noir, sans que je sache ce que c'est, et d'un blanc. Or, je connais mon papa et ma maman, ils sont ni noirs ni blancs. Je connais mes grands-parents, ils sont ni noirs ni blancs. Et j'ai la chance d'avoir des photos de mes arrière-grands-parents, ils sont ni noirs ni blancs. Alors, pourquoi quelqu'un décide, celui-là est noir, celui-là est blanc, celui-là est béqué? Et tant qu'on acceptera le vocabulaire mis en place par d'autres qui n'ont pas toujours voulu le bonheur des Martiniquais, on aura des problèmes de différence. Et là est la menace. Voilà, c'est ma position. Et j'ai bien noté que c'est bien de ne pas rester enfermé dans une case. Alors moi, je sors de la case et je dis ce que je pense. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Je ne pense pas que le problème soit localisé à un endroit, mais c'est vrai qu'il est complexifié par tous ces trucs-là. Je suis d'accord. Ce vocabulaire empoisonné, mais on a une réalité aussi qui est empoisonnée. Donc, j'allais dire que le terme, on sait d'où vient ce terme, hein? On sait d'où vient la hiérarchisation raciale. On sait d'où ça vient. C'est pas on sait que nos pays sont structurellement pensés comme ça. Il y a des choses qui ont été désignées. On sait d'où elle vient, cette hiérarchisation. Et c'est vrai que c'est un héritage dont on doit se débarrasser, mais pas simplement dans le langage. Et donc, je crois qu'il faut travailler sur les deux choses, parce que ces héritages-là sont encore là, et c'est peut-être pour ça qu'on est crispé, mais c'est vrai. C'est vrai. Là, on va mal nous montrer, nous j'appelle. On est d'accord, il veut. Bonsoir. Alors, moi, je suis enseignante et je travaille avec des adolescents. Et c'est vrai que les adolescents, ils ont énormément tendance à mettre tout le monde dans des cases, à se mettre dans des cases. Et donc, cette notion de liberté de penser différemment, je pense que c'est ça l'avenir, c'est ce qu'il va falloir développer de plus en plus pour développer la tolérance. Donc, merci. Bravo, parce que c'est courageux. Vos 2 livres, vos rencontres sont courageuses. Et je pense qu'il va falloir en faire des exemples. Parce que les jeunes, ils se mettent dans des cases, mais avec les réseaux sociaux, c'est difficile de lutter contre cela. Et c'est votre discours qu'il va falloir développer de plus en plus. Ces réactions, je dirais, pathologiques, concernant le livre que vous avez commis avec Emmanuel. Je crois que j'ai un petit mot à Emmanuel, je m'appelle. Donc, je n'ai pas de livre, mais je vous soutiens, justement, en accord avec vous. Alors, mais en même temps, c'est quelque chose qui semble presque banalisé de notre société, parce que nous continuons à fonctionner sur une espèce de toxicité qui est dans le langage, comme Serge l'a rappelé, et qui remonte par conséquent à
je dis même l'archéologie du langage colonial. Bon. Et alors, sans évoquer Moreau de Séméry, avec notamment cette stratification des différents et tonalités de pigmentation, etc., mais on se rend compte que notre société, comme si elle s'est emparée de ces espèces de connotations pour en constituer un élément d'identification. Non pas une identification que nous lit, mais justement rester en quelque sorte et dans une posture de distanciation, c'est-à-dire vouloir à tout prix qu'il y ait des connotations, des stratifications, etc., une taxonomie qui nous permet toujours de nous situer en distance par rapport à l'autre qui est une part de nous-mêmes. D'autant plus que c'est une société étonnamment et métissée, c'est un peu ça. Et cette toxicité, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle est encore très forte. Ce n'est pas l'effet du chlordécone, c'est le chlordécone plutôt psychique. Hein? Et d'autant plus que l'on voit qu'il y a un gros pli sur nous-mêmes, qu'il y a même une espèce pas de ségrégation linguistique. Alors je m'amuse avec certaines... Et par exemple, quand je vois un énoncé, et dans une revue par exemple, vous avez le titre qui est en créole, et puis le texte c'est en français, puis un argumentaire, etc. Alors je me dis pourquoi il n'y a pas eu cette performance consistante à faire l'ensemble de la communication en créole, faire un choix. Bon, alors ça c'est une première chose. Mais on retrouve par exemple chez Klemperer la langue du Troisième Reich, à peu près les mêmes préoccupations. C'est-à-dire que les Allemands avaient en quelque sorte empoisonné, pourrait-on dire, un certain nombre de termes, et il estimait qu'il fallait soit ne pas les utiliser, ou bien encore s'ouvrir à un corpus langagier beaucoup plus important. Et je n'ai pas l'impression que nous sommes parlés dans ce sens-là aujourd'hui, la mesure même où la confrontation des idées semble être quelque chose qui remet en question cette volonté qu'il y a de rechercher une espèce d'essence martiniquaise, une essence. Hein, c'est assez curieux quand on démarche chez des êtres humains qui sont normalement identifiés par la démarche de culture. Merci. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, pardonnez-moi, je ne serai pas long. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire partie de ceux qui nourrissent le pouvoir d'agir de nos gens. Voilà, dans un pays où on a une longue histoire particulière, hein, avec ceux qui détonnent un peu, ceux qui font autrement, que nos gens continuent simplement d'avoir la force d'agir et de modeler l'avenir qu'ils veulent voir, d'où qu'ils se situent, hein, vis-à-vis de leurs gens, ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont. Ouais, c'est cette liberté de faire ce qui nous semble utile, ouais, qui va nous aider aussi. La dernière chose que je voulais dire, c'est que en pas ni problème avec terme, c'est vrai, là on t'a parlé des militants, là, on t'a parlé en termes de année 2019-2021 par rapport à tout ça qui souque le pays là, c'est sans TV dit, hein, mais on est bien d'accord. Hein. Même le terme activiste, j'ai l'impression que pas mal de personnes l'ont découvert à la lumière des événements. Mais moi, c'est un terme que je connaissais bien avant et que je m'approprie. Pour moi, l'activiste, c'est quelqu'un qui agit, qui mène des actions à partir de ses convictions. C'est pas simplement quelqu'un qui va casser des trucs, quoi. Donc, oui. Je suis né en Guyane, élevé en Guyane, d'une famille martiniquaise. Et lorsque je suis arrivé à la Martinique, ça fait déjà près de 40 ans que j'y vis, et un jour, j'ai eu l'occasion de discuter avec une voisine béquée, Madame de Rinal, pour ne pas la citer. Et alors, à la lumière de la discussion, je me suis dit, mais au fait, ce que vous vivez en tant que béquet, c'est ce que nous avons vécu en tant que fils de Martiniquais. On nous reprochait une prétendue richesse. Un jour, j'ai dû demander à quelqu'un, mais c'est un déshonneur d'être riche, parce qu'on nous accusait tellement d'être riches. Et cette personne me disait, mais il y a quelques familles béquets qui effectivement ont de l'argent, mais tous les béquets ne sont pas riches, d'une part. Et d'autre part, bon Dieu, ce n'est pas tous les nègres qui sont pauvres. Je connais des nègres qui sont plus riches que les béquets.
D'autre part, j'ai travaillé pour des béquets, j'ai travaillé pour des Antillais nègres de chez nègres. Quand un individu est possédant, qu'il soit béquet ou nègre, il a la même mentalité. Hein, en régime capitaliste. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas croire que parce que celui-là c'est un nègre, et surtout parce que c'est votre cousin, votre frère, qui sera mieux avec vous. Hein. Bon. Détrompez-vous. C'est allumé. C'est très, très délicat, en fin de compte, le sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fin de compte, parce que c'est vrai qu'on parle de béquets, de mulâtres, de nègres, de casques, il y a une réalité qu'on ne peut nier. Mais en fin de compte, ce n'est pas le fait qu'on soit dans une réalité qui m'embête. On peut avoir une réalité où vous avez des gens qui sont riches et d'autres qui sont possédants. Moi, ce qui m'intéresse, en fin de compte, c'est le côté relationnel. C'est-à-dire que je me dis qu'en Martinique, un peu comme le dit Glissant, où nous sommes le peuple du tout monde, qu'on le veuille ou pas, où nous sommes des métis, nous sommes acculés, que nous le voulions ou pas, à faire un effort pour au moins nous accepter. Et c'est surtout ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je veux féliciter mon ami Steve Gadet et également M. De Rênal, parce qu'il y a un effort. Alors je sais que cet effort-là, on a parlé de silence. D'un côté, on peut parler de silence, comme on peut parler d'exubérance. Mais c'est une expression, c'est une réalité. Et ces réalités-là, on le voit tout le temps dans le monde. On le voit avec ce qui se passe dans toutes les guerres. Et moi, j'insiste, je suis également, je sais qu'on ne peut pas aimer le monde militant, je peux passer d'un monde à un autre. J'aime mon peuple, j'aime le Martiniquais, mais je n'ai pas de haine non plus contre le Béquet. Parce qu'il y a une réalité, mais je me dis que c'est bien qu'il y ait des gens, ne serait-ce qu'un, qui fassent un effort pour qu'on puisse s'aimer, s'entendre. Et c'est surtout ça qui me plaît, c'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que je suis aussi syndicaliste, je suis dans un syndicat qui est très radical, mais je m'impose de ne pas l'être. Et c'est pour cela que je vous félicite. C'est pour cela que je me dis que dans ce pays, notre réalité, et je le répète, nous impose à nous donner la main, mais nous impose également à voir notre réalité. Parce qu'il y a des gens qui souffrent et d'autres qui souffrent moins. Vous avez ceux qui sont dans les ghettos et ceux qui le sont moins. Et si nous avons une humanité entre nous, si réellement nous voulons nous donner la main, eh bien, c'est à nous de construire, c'est à nous de faire peuple. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je vous félicite et c'est pour ça que j'espère que d'autres vont se donner la main de telle sorte qu'il n'y ait pas de haine. Parce qu'il y a deux solutions, comme je le dis, lorsqu'on est dans un pays où on a l'impression qu'il y a une forme d'injustice, soit on va tuer pour être trivial certains, pour avoir le monopole pour d'autres, et ce n'est pas la solution. La solution, c'est de s'entendre, et la solution, c'est de voir notre réalité. Et en fonction de notre réalité, de nous donner la main et de marcher en humanité. Merci beaucoup. Merci à toi, Loïc, pour tes mots. Je trouve que quand un écrivain parle, je l'écoute très attentivement. Parce que les écrivains, ils vont dans l'âme humaine, quoi. Ils vous emmènent dans les tréfonds des gens, quoi. Donc, quand un écrivain s'exprime, j'écoute. Donc, je t'écoute très attentivement, Loïc. Ou ça, moi, sans radis, c'est que, en pas dit qu'il y a un seul outil pour nous ranger pays-là. C'est-à-dire, on pas dit qu'il faut nous y qui dialoguer. Mais sans qu'à dire, c'est que nous pouvons utiliser le dialogue comme un outil pour en les chantiers à pays là. Je ne dis pas qu'il faille enlever les mouvements sociaux. Non, les mouvements sociaux ont leur utilité. La médiation, le dialogue, tout ça, ça a son utilité. Les institutions politiques, tout ça, ça a son utilité. Ce que je dis, je veux simplement qu'on rajoute dans la boîte à outils du pays, rajouter cet élément-là qu'on a essayé de faire avec Emmanuel. Ouais, c'est tout ce que je dis. Non pas que ça soit le seul, je n'y crois pas. Il faut de tout. Pour moi, les plus radicaux dans un pays,
je les conçois comme le feu. Le pays, pour moi, c'est le Canari. Et à l'intérieur, ce sont les gens, les institutions. Et parfois, lorsqu'il y a des choses qui sont très insupportables, le feu va prendre de façon à ce que ce qu'il y a dans le Canari devienne un peu moins rigide et prenne une autre forme, parce que la forme-là ne convient pas. Là où je dis attention, c'est que le feu, jusqu'à un certain point, est utile. Il y a un point où ce qu'il fait simplement, c'est de détruire. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit utile. Ouais. Oui, bonsoir. Moi, ce que je voulais dire, c'est un grand merci. Merci pour ce livre, merci pour ce pont que vous mettez entre les différentes communautés qu'il y a en Martinique. Effectivement, on a l'impression que nous sommes tous un petit peu cloisonnés, surtout la communauté béké. Et c'est bien, moi je pense qu'il y ait ces ponts-là, ces ouvertures, ces communications qui permettent justement de se comprendre les uns les autres, même si intrinsèquement dans la vie économique, dans la vie, dans la vie sociale, nous sommes tous mêlés les uns aux autres, hein, économiquement, on travaille ensemble, etc. Et je trouve ça bien. Et encore une fois, un grand merci. Je n'ai pas lu le livre. C'est ma femme qui m'a ramené ici ce soir. Je ne savais pas que je venais. Donc, mais je suis vraiment enchanté d'être là et je vais le lire, rassurez-vous. Par contre, j'ai quand même une interrogation. L'interrogation est la suivante, c'est de savoir, est-ce qu'il faut, au-delà des devoirs de mémoire, au-delà de l'histoire, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait du changement? Est-ce que les communautés doivent évoluer? Est-ce que le fait qu'il y ait... Vous savez, il y a un psychologue allemand, Fritz Perls, qui a dit que quel que soit le changement qu'on veut mettre en place, l'esprit résiste. C'est pas facile, c'est comme ça, intrinsèquement. Vous avez parlé de religion tout à l'heure. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait du changement? Est-ce qu'on doit évoluer? Et où est-ce qu'on doit évoluer, en fait? Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Je vais dire complètement autre chose. Attendez, bougez pas. Bougez pas alors. J'ai pas forcément de réponse, mais ce qui me vient quand j'entends votre question, il y a des voix qui réclament le changement. Donc peut-être écouter. Je parle autant du changement dans les relations hommes-femmes, dans la façon dont la femme est vue ou perçue dans la société. Il y a plein de voix qui s'élèvent pour demander que certaines choses changent. Donc voilà, moi ce qui me vient, c'est on se demande si oui ou non, ben, peut-être prendre le temps d'écouter ceux qui réclament ça et voir qu'est-ce qu'ils demandent comme changement. Ok, bonsoir. Alors, déjà, un grand merci pour ce soir. Mais c'est vrai que je vous avais rencontré à Fort-de-France, à la mairie de Fort-de-France, où il me semble que vous présentiez un livre, mais avec beaucoup plus de timidité. Et là, je vois un homme qui est derrière ces paroles. Limite, je ne reconnais plus cet écrivain, alors on voit une évolution. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis revenue en Martinique puisque je suis restée 24 ans en France. Et quand je suis arrivée en Martinique, je suis arrivée comme dans un monde de bisounours. Tout va bien, c'est génial. J'irai à la mer, je suis avec les copines. Et en fait, j'ai eu plusieurs chocs puisque je voulais repartir, mais je suis restée. Plusieurs chocs Quand j'arrivais dans les sociétés, tout le monde, c'était toujours monsieur, madame, c'était très important, en sachant que j'ai travaillé dans de très grandes boîtes en France où on se tutoyait, oui, on était proches, mais c'était important le monsieur, madame. Là, c'est vrai que ça m'a choquée. J'ai eu ce choc aussi, cette différence de statut, où j'entends même une fois... des amis, je leur dis « Ah, ce serait bien si on allait dans telle soirée. » Et qui m'ont dit « Ah non, mais Nad, ce sont des soirées populaires. » Ça, pour moi, je viens m'amuser.
pourquoi il y a une différence entre soirée populaire et d'autres, oui, comme vous dites, soirée malérée. Je ne comprends pas. Et encore une fois, d'autres chocs. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, un autre choc, ce sont mes enfants, puisque j'ai un fils de 26 ans et un fils de 22 ans. J'ai oublié, je ne m'étais pas rendu compte qu'ils étaient négropolitains. Alors, quand ils viennent en vacances en Martinique, ils n'ont pas leur place, parce que même les cousins ont du mal à s'adapter à eux. Eux, ils ont du mal à s'adapter. Et quand ils sont en France, ils n'ont pas beaucoup... Ils ont des amis antillais, mais qui sont nés en France. Parce que ceux qui arrivent peut-être en France pour faire des études ne se mélangent pas. Et pourtant, ce sont des Antillais. Alors, c'est vrai que je leur dis, bon, je me suis même excusée auprès d'eux. Et je leur ai dit, eh bien, maman fera différemment avec vos enfants, qui seront mes petits-enfants. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas très souvent, mais c'est un peu difficile pour moi. Merci. Merci. Ce que je trouve intéressant, c'est ça. Les livres créent ça, qu'on les ait lus ou pas. Ça nous rassemble et ça nous fait parler de choses qui sont importantes dans nos vies. L'identité, c'est sûr que c'est quelque chose de complexe. C'est autant quelque chose que nous faisons, que nous choisissons, que des choses qu'on nous impose parfois. Et tout le combat est ça, à nous de voir ce qu'on garde, ce qu'on choisit, ce que notre société d'accueil ou notre société où on est né, ce qu'elle nous impose, en fonction du corps dans lequel on est. C'est pas drôle, mais on peut refuser les assignations identitaires. Il y a encore les identités à inventer, sachant que vos enfants sont le résultat de mouvements migratoires qui ont lieu depuis la nuit des temps. Leurs parents bougent, etc. Eux, ils grandissent à un endroit. C'est quoi leur pays? C'est la société d'accueil ou c'est l'endroit d'où leurs parents viennent? On sait qu'il y a des enfants qui sont à cheval sur ça, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Mais il y a de bonnes choses qui peuvent ressortir de ces enfants écartelés-là. Il y a de bonnes choses. Qu'il n'ait pas d'injonction à devoir être ci ou ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile. Maintenant, je ne veux pas non plus rester prisonnier des injonctions et des assignations identitaires. Par exemple, un homme est censé faire ça, ou un noir ne fait pas ça, ou un blanc ne va pas là. Je parle de ça dans les livres. Je crois aussi qu'il y a une chose... On se cogne contre un mur. Quand vous avez dit, vous êtes arrivé, vous dites, oh purée, mais on dirait que on m'a donné un truc dans la tête. C'est quoi ça? Bon, les soirées comme ci, c'est quoi? On se cogne en fait à une réalité qui existe depuis avant nous. Et l'humilité nous commande de pas simplement nous choquer, nous révolter parce que nous, ça nous touche dans notre vie privée, mais de dire, mais dans l'ensemble, où est-ce que je me situe? Et pourquoi il y a ça? Parce qu'on vient dans un conduit. Je dis souvent que les personnes blanches qui viennent aux Antilles peuvent être animées de très bonnes intentions, mais quand elles mettent le pied en Guadeloupe et en Martinique, si elles n'ont pas conscience qu'elles arrivent dans un conduit historique et qu'il y a une identité qui leur est assignée quand elles arrivent à l'aéroport, qu'on va les voir d'une façon, on va parler d'eux. Si elles n'ont pas conscience de ça, ça peut être une calotte culturelle. Mais à partir du moment où on a conscience de ça, l'humilité nous commande d'aller et de remonter le fleuve, quoi. Savoir, mais pourquoi, comment? Parce que ça n'a pas commencé avec nous. Je voulais dire, en résonance à ce que Madame a dit, la première fois que je suis allé à Paris, ce qui m'a le plus frappé, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est la vie souterraine de Paris. Et aussi la nuit nocturne. Le soir, ça fait déjà quelque temps, ça fait déjà 40 ans ou 50 ans. Et je n'étais pas habitué à une vie où, à minuit, il faisait jour. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est qu'il ne se passe pas de jour à Paris où on ne parle pas du temps. Il fait beau, cet après-midi, il y a la pluie, il va falloir s'habiller comme ci, comme ça. Chacun en France parle du temps chaque jour. Et je me disais, mais qu'est-ce qui pourrait ressembler à ça en Martinique? Eh bien, c'est la couleur de la peau. C'est-à-dire que chaque jour, quand on parle des gens, on dit, tiens, voilà, le petit jabin, le noir, ah tiens, le béquet, machin. Pratiquement chaque jour, on parle de la peau, du teint
comment dirais-je, comment ça dit, la chevelure. Il n'y a pas de jour où on ne parle pas de ça quotidiennement. Et il sera extrêmement difficile d'en sortir. Et Tali disait tout à l'heure qu'il était mauvais qu'on puisse nommer les choses, quoi. Mais il est difficile de ne pas les nommer. Et en Martinique, on est dans ce bain de couleur de peau. Si bien que j'ai écrit un bouquin que tu as vu déjà sur en finir avec les blessures de la peau. Parce que tout le temps, on parle de couleur de peau. Et ça, je crois que ça existe en Martinique, ça existe en Guadeloupe, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où on parle autant de la couleur de la peau. Je te remercie. Je veux juste lire un passage. Yves Léopold, ce que tu dis pour moi sonne ça sonne d'une façon particulière parce que je te vois moi comme un penseur dissident, quelqu'un qui cherche à penser contre il n'est pas toujours là où on l'attend et qui dit des choses, quoi. J'imagine. Et celui qui parle est l'un des rares à avoir écrit un livre sur une figure intimidante dans la politique chez nous, Alfred Marie-Jeanne, de son vivant, et un livre qu'il ne caresse pas dans le sens du poil, mais donc je salue ta présence. C'est ce que tu dis, je l'écoute toujours avec beaucoup d'attention. Ces comparaisons sont intéressantes. Et tu vois que il y a quelque chose que je dis dans le livre, ça me fait penser à ce que tu dis. Je vais vous en lire un extrait. À la page 70, j'ai noté « La hiérarchisation raciale et ses répercussions sociales sont des héritages de la société esclavagiste, la matrice de nos sociétés. Allons-nous les chérir? Allons-nous les déconstruire comme il le faut? Des deux côtés de la barrière raciale chez nous, il existe des gens qui veulent chérir ces divisions pour des raisons sûrement différentes. Les gens qui évoquent cette question sans décision concrète dans leur vie n'ont pas ma sympathie. Le temps du blabla et des bons sentiments est terminé. Par exemple, les jeunes békés, les jeunes mulâtres, les jeunes afrodescendants, les jeunes métis, les jeunes indiens, les jeunes juifs, les jeunes syriens, les jeunes libanais, qui ne voient pas la question ethno-raciale du même œil que leurs aînés, ne doivent pas seulement s'émouvoir. Ils devraient traduire leur vision en posant des actes dans leur quotidien. Les enfants du pays qui disent ne pas vouloir chérir l'héritage de la société esclavagiste du bout des lèvres ou seulement dans des conversations avec des amis, sans jamais agir de façon pragmatique, n'ont pas ma sympathie. Parce que c'est très facile de se dire contre certaines choses sans prendre de décision concrète. Être dans la machine et avoir un avis ne fait pas de vous quelqu'un qui change la donne, mais juste quelqu'un qui a un avis, sans plus. Mon grand frère dit souvent que les avis, c'est comme l'anus, on en a tous un. Les émotions et les grandes déclarations ne changent ni les institutions, ni les conventions. Ce sont les gestes et les décisions concrètes qui le font. Faire partie d'une institution ou d'une communauté qui n'a pas de réponse concrète face à l'injustice qu'elle a générée, qu'on soit quelqu'un de sympa ou pas, ne vous dédouane pas totalement. Surtout si vous vivez à l'ombre des privilèges qu'offre cette appartenance. S'il y a une chose que j'essaie de faire, c'est la différence entre les êtres humains et les systèmes en place. J'ai écouté ce que vous êtes en train de dire avec beaucoup d'attention parce que on a évoqué effectivement depuis, monsieur a parlé dans un premier temps de vocabulaire. Alors c'est vrai que aux Antilles, dans les sociétés qui ont été colonisées par les Européens, etc., bon, il y a un métissage extraordinaire, mais dans une même famille, tout le monde le sait bien, il y a des personnes de teint différents. Et on est un petit peu, aujourd'hui, on a l'air d'être un peu gêné de dire un chabin, un mulâtre, on dit même un moun rouge, un moun chapé kouli, etc. Mais c'est la réalité. La réalité est que quand nous, on veut décrire une personne aux Antilles, alors on dit, bon, telle personne a disparu d'un type antillais. Le type antillais, c'est quoi? Bon, alors on va nous décrire la personne, teint foncé, teint clair. On va pas oser mettre chabin dans le truc de recherche, mais on peut mettre quand même. On est un petit peu, embarrassé avec ces différentes nominations de couleurs de peau. Alors, je crois que c'est quelque chose qu'en fait, on devra accepter.
une personne est noire, eh bien, je ne vois pas comment on va faire pour dire qu'elle est autrement. Une personne a un teint plus clair qu'une autre. Bon, si on veut décrire une personne, en France ou en Europe, on dit ils n'ont pas ce problème. Parce que les teints sont à peu près pareils. Dans les pays nordiques, ils sont un peu plus pâles, etc. Et puis, alors, mais il y a les cheveux bruns et puis les blonds. Alors, on va vous dire un rouquin, un blond, un brun. Mais ici, on a un tel mélange, une telle richesse de couleurs de peau. Moi, je dis que c'est une richesse. On fait avec. Une personne a disparu, il faut bien qu'on la décrive, cette personne. Alors, on va dire, elle a les cheveux, comment on va dire, elle a les cheveux noirs, mais les cheveux noirs comme moi. Il y a les cheveux noirs lisses, il y a les cheveux noirs bouclés, il y a les cheveux noirs crépus, etc. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur ni honte de dire une personne est noire. Moi, je suis noire. Telle personne est plus claire. Oui, mais je suis noire. Je ne vois pas comment je peux dire autrement. J'ai le teint foncé, j'ai le teint noir. Il y en a qui sont plus clairs, il y en a qui sont plus ou moins clairs. Alors, on avait effectivement inventé un tas de termes pour dire les choses, mais c'est une réalité dans laquelle nous sommes. Et je crois que les régions du monde où il y a ce type de population mélangée sont quand même relativement rares. Donc, nous, on est pris dans une sorte de tourbillon de couleurs de peau. Et monsieur disait tout à l'heure qu'on parle beaucoup de la couleur de peau. Eh bien, c'est parce que c'est une réalité, tout simplement. En France, vous disiez qu'on parle plus du temps. Ben, ici, la couleur de peau, elle est là, elle est devant nos yeux. Donc, on est obligé de faire avec. Madame disait qu'en France, on s'appelle par les prénoms dans les grandes boîtes et on se dit « vous ». Ici, on dit « monsieur un tel, madame une telle, veux-tu me faire quelque chose ?» On dit « tu ». C'est ça, c'est tout. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre intervention. Tout cela me fait penser, avec beaucoup d'émotion, au fondateur Roger de Jaham. Il y a une petite anecdote. Un jour, j'étais au cinéma avec mon père et il y avait une place vide à côté de moi. Et on voit Roger qui cherche partout une place. Et il vient avec une humilité, je vous assure, ça m'avait beaucoup touché, me dire « Joël, est-ce que je peux me mettre à côté de toi ?» Je lui dis « Mais je t'en prie !» Et alors mon père était tellement content, il dit « Ah ben depuis le temps que je vous vois à la télé, que je suis vraiment content de vous voir de près et tout ça. » Et c'était vraiment un moment formidable où on oublie qu'on est béquet, nègre, tout ça. Et je me souviens d'avoir dit à Roger ce jour-là, mais en fait, moi, je vais plus loin que tous créoles, je dis tous humains. Parce que ce que j'ai vu ici, en Martinique, que j'ai retrouvé en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans pas mal de pays, c'est les mêmes préoccupations. Parce que finalement, au Cameroun, où les gens ont plusieurs... c'est un pays d'Afrique assez particulier où tous les gens ne sont pas, entre guillemets, noirs, noirs, noirs. Et alors, dans ce taxi, je me souviens qu'il y avait une dispute entre le chauffeur et un passager. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à lui dire comme mépris, comme on dit chez nous? Regardez-le comme il est noir. Attendez, excusez-moi. C'est pas simplement une réalité, cette histoire de couleur de peau. Et se poser la question, pourquoi sommes-nous aussi obsédés par cette caractéristique? C'est pas mal de se poser cette question. Et c'est ce que je crois que M. Talley a essayé peut-être de faire, hein, mais se dire, mais c'est pas simplement une réalité, c'est aussi un paradigme. C'est aussi une façon, des lunettes qui sont là depuis le départ, qui sont là. Est-ce qu'on a le droit de questionner ce paradigme? Je dis oui. Est-ce qu'on se demander justement pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par la couleur de peau? C'est parce que la couleur de peau chez nous depuis très longtemps, elle est associée à d'autres caractéristiques. C'est pas simplement une question banale de teint. Nous savons, si vous regardez dans le proverbe, nous avons une négrophobie dans le même proverbe qu'elle nous tient nous. Et le problème en nous, c'est une négrophobie là qui fait pays occidental qui fait ça, il y a fait, mais négrophobie là, il y a dans
système politique et manière des faits et manière yo ka relationner avec les gens et pas depuis aller, depuis un moment. Et nous se dire qu'on devrait questionner et remettre en question la façon de voir et de regarder les gens et d'interpeller, surtout sous nos latitudes, je pense que ça a beaucoup de sens pour ne pas toujours être là, obéir à dire, ouais, t'as la chabin, tel bitin. Bon, nous les vers ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle nous pas doit être questionner ça, et on est d'accord avec ça, hein? Le fait de questionner ça, ni des mots qu'elle nous doit être questionner. Pourquoi nous constamment focaliser sur ça? Ça, c'est une vraie question aussi. Ni réponse, hein? Nous pouvons porter réponse, hein? Mais il faut nous poser une question là, ça aussi. Sorti peut-être à dans démarche là, ça. J'ai une question d'un autre registre, ce sera peut-être d'ailleurs une parenthèse dans ce qui est dit, parce que le débat est intéressant. Si je regarde l'ensemble des livres qui ont été écrits, ils étaient sous Steve Gadet, si je ne dis pas de bêtises, et là, il est sous Fola Gadet. Ah non, mais en tout cas, c'est malin, à part ça, moi, dit. Mais pour moi, dire que ça n'a un sens, et on y raison. Et en radio, merci pour ça, ça n'a un sens. En passant, en t'es envie, beaucoup là, ça, en t'es envie de débarrasser moins des Steve là. Comme si, bon, à part sont d'autres monde qui parlent, mais c'est peut-être en d'autres postures, en d'autres positionnements, si certaines questions. Donc oui, ça veut dire un bitin. Radio, merci pour ça. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour savoir... Bonsoir, pardon. Merci beaucoup pour ton intervention. J'ai pris beaucoup de temps pour savoir structurer mes pensées. C'est pas la première fois que je viens à un de ces événements parce que j'ai des idées arrêtées sur la société martiniquaise. J'ai un point de vue bien précis sur l'héritage colonial de la société martiniquaise, mais j'ai aussi cette intelligence d'ouverture et de me dire, mais pourquoi cette association existe ? Qu'est-ce qu'elle a à proposer ? Parce que si elle existe, c'est qu'il y a une problématique qu'elle veut mettre en lumière, je pense. Et donc, du coup, ça m'intéresse de savoir ce qui est traité dans cette association. Je voulais dire que déjà, le fait que tu aies fait ce livre-là avec Emmanuel, même depuis tout à l'heure, on est là et on sent qu'il y a c'est gênant. C'est gênant et cette gêne que l'on reçoit, que l'on ressent, que tu as pu percevoir par... Emmanuel a parlé de silence de ses amis, tu as parlé de retour aussi que tu as eu, mais on peut se questionner sur pourquoi elle existe. C'est qu'on est d'accord qu'il y a un problème de fond. On a fait tout un tas de définitions, on a beaucoup parlé du colorisme et des termes des termes coloniaux plutôt qui ont été attribués aux différentes couleurs de peau, en ce qui concerne les Noirs. Ma question, c'est, moi j'ai une définition de ce qu'est un béké. Okay? Je ne sais pas finalement si ma définition est exacte. Parce que dans la définition que j'ai d'un béké, pour que ce terme existe toujours en 2024, ça me choque. Donc soit ma définition est fausse, et donc du coup j'aimerais bien avoir une définition, s'il vous plaît. Oui, c'est toi qui as le micro pour répondre, donc je te pose la question à toi parce que tu as fait un entretien avec un béké. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et si c'est qu'une question, parce que si c'est qu'une question de génétique, moi, je préfère demander à quelqu'un d'autre pour savoir. Parce que si ce n'est qu'une question de génétique, je ne sais pas, la grand-mère de ma grand-mère a été violée par le maître de la plantation. Est-ce que ça fait de la mère de ma grand-mère une béké? Je pose la question comme ça. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça va être un bon débat, enfin, un bon point de départ si on définit ce terme et qu'on regarde en face la définition de ce terme. Voilà. Je te remercie pour ton intervention. Non, OK. Non, c'est vrai. C'est pas drôle pour moi. Moi, je pense qu'il faut nous authentiques et faut nous francs. Ni des béquets qu'il a. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Que nous ni la franchise des... Gardez mon ancien, demandez des questions, parce que, à part moi, on ne peut pas répondre à la question là, ça. Attends, non, c'est ça qu'a dit. C'est-à-dire qu'on peut poser moins de questions là, mais on sait qu'Emmanuel Ibeke, qui a décrit comme ça, même s'il ne veut pas rester emprisonné dans ce terme là, ça. Donc, nous allons comprendre ça. En cas, supposer peut-être que ni d'autres monde béqués qui là,
sans te dire, c'est peut-être que yo défini, on veut pas une injonction d'expliquer par son intellectuel. Faut nous franc. Donc question là, ça moi sans commander, c'est de poser est-ce qu'il y a des gens qui là qui veut essayer de définir ça y est. Alors, j'ai une question complémentaire. Avant la réponse, je voudrais la poser. J'ai entendu à 2 reprises tout à l'heure dans les interventions employer les mots les Martiniquais, les Békés, dans l'intention des personnes qui ont parlé. Il n'y a peut-être pas d'opposition, mais il y en avait une quand même. Alors, ma question, est-ce que les Békés sont des Martiniquais? Et j'aimerais bien que Emmanuel de Rênal puisse réagir à cela. Les définitions des catégories socio-ethniques viennent... Non, mais tu me demandes une réponse. J'essaie de construire une réponse la moins bête possible parce que c'est une question un peu compliquée que tu me poses. Il y a une définition qui dépend du regard qui est jeté sur nous. Ça, et je pense que c'est le drame des assignations identitaires. C'est pas une définition qui vient de soi, c'est une définition qui vient du regard de l'autre. Donc je suis défini comme un béké. J'ai écrit un bouquin qui a fait l'objet, qui a démarré un peu notre relation, qui s'appelle Ubuntu, qui se termine par une phrase qui a un peu choqué, mais qui consiste à dire « Je ne veux pas qu'on me limite à une caractéristique qui n'est que partielle de ma personnalité. Je suis bien plus que ça, je suis un être humain, je suis un homo sapiens. Je suis ce que je décide d'être. Je suis dans ce pays parce que j'y suis né par hasard, comme vous. C'est pas moi qui ai décidé d'arriver ici. Et donc, à partir de là, je me forge, parce que c'est ma liberté, je fabrique ma vie pour essayer de me façonner ma propre identité selon mes critères. Ce qui n'empêche pas que d'autres me désignent comme béké, comme raciste, comme profiteur, j'ai droit à tous les critères. Vous voyez ce que je veux dire. Donc mais ça, j'y peux rien. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans la tête des autres, si ce n'est qu'effectivement, j'ai une caractéristique physique et historique, ou généalogique, si on veut utiliser ces termes-là, qui font que ça facilite la définition que certains portent sur moi. Encore une fois, je ne veux pas me limiter à ça parce que je pense que, encore une fois, je le dis souvent, j'ai 58 ans, il me reste peut-être 30 ans à vivre sur cette terre. Mon projet de vie n'est pas de m'enfermer dans une assignation. Mon projet de vie, il est de vivre l'instant du mieux que je peux, d'être le plus utile possible à mon environnement, de servir mon pays du mieux que je peux. Et donc, je veux m'affranchir de ces étiquettes qui sont enfermantes. Yves expliquait qu'on voit la vie en couleur chez nous. C'est obsessionnel. Il y a des faits historiques qui l'expliquent sans doute. Mais nous avons quand même, et ça faisait partie d'ailleurs de nos échanges avec Steve, sur les points, c'était des points de discussion un petit peu vifs, mais nous avons en nous une liberté que moi je revendique, qui consiste à l'utiliser pour faire de moi ce que je veux être. Et je ne veux surtout pas me définir comme un béké. Alors c'est une réponse, tu me diras, de Normand. La définition technique, tu la connais, le béké, c'est le descendant de colons qui est arrivé dans les îles au XVIIIe siècle à peu près, et qui a fait souche dans le pays, et puis qui est établi par plusieurs générations. Sauf que, je vais te raconter quand même une anecdote, parce que moi, je trouve que cette limitation-là aussi, elle est spécieuse, elle est extrêmement enfermante. J'ai fait un calcul très simple. Est-ce que tu sais, alors, je suis censé être un béké de race pure, blanche, sans aucun... Voilà, parce que c'est comme ça qu'on me définit. Les premiers colons sont arrivés sur l'île en 1635. Ça fait donc 18 générations. Est-ce que tu peux me citer un chiffre qui est celui du nombre de mes aïeux qui remonte jusqu'à 1635? Et c'est pareil pour toi d'ailleurs. Est-ce que tu as une idée? C'est un calcul, en fait, c'est un calcul mathématique. C'est une exponentielle. Eh bien, il y a 132 000 aïeux. C'est-à-dire que je descends de 132 000 personnes.
voilà la réalité comme toi sur cette séquence de l'histoire qui est une petite séquence à l'échelle de l'humanité. Donc, qui faut-il que je choisisse dans ces 132 000 individus qui ont fait ce que je suis, parmi lesquels il y a des Blancs, parmi lesquels il y a des Caraïbes, parmi lesquels il y a des Africains, parmi lesquels il y a des Marocains, parmi lesquels il y a des... parce que je suis un fruit de l'humanité et nous sommes tous dans cette descendance-là. Mais si tu décides de l'être, c'est ta décision. Moi, je pense que cette désignation, cette assignation qui dépend de l'autre, je fais avec parce que c'est une réalité sociologique, mais je la récuse personnellement, c'est tout. Mais je ne peux pas interdire aux uns et aux autres de me désigner comme étant un béquet. Ça, c'est leur choix, leur liberté. Mais j'ai ma liberté de dire, moi, ça ne me convient pas parce que je suis un homo sapiens. J'ai un projet de vie qui est différent de celui dans lequel on enferme ce que l'on considère comme des béquets, parce que derrière, il y a tout un imaginaire qui est extrêmement enfermant, extrêmement négatif, extrêmement péjoratif, dans lequel je ne me reconnais pas en tant qu'homme, en tant qu'individu. Ça, c'est ma part de liberté individuelle. Donc, c'est complexe, hein, mais c'est vrai que moi, je pense que le racisme a été inventé à l'occasion de l'esclavage pour justifier qu'il y ait des différences et pour rendre compte devant notamment la religion qu'il y ait des différences donc on a fabriqué quelque chose qui est une création mentale de l'esprit qui a 400, 500 ans. Mais je suis désolé, Homo sapiens est sur Terre depuis 80 000 ans. Qu'est-ce qu'on fait de cette séquence 80 000 ans jusqu'à il y a 500 ans? On efface? Eh bien moi, je pense que je suis aussi descendant de ce monde-là et je ne veux pas m'enfermer dans ce que l'histoire a fait d'odieux, qui est le système de l'esclavage. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis du point de vue du regard des autres, et donc je veux m'en affranchir et je veux puiser dans ma liberté de fabriquer ma personnalité. C'est Jean Bernabé qui avait un discours que je trouvais très juste quand il condamnait les identités. Moi, je suis contre, alors je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'entre vous sans doute sur ce concept-là, je suis contre la logique identitaire. Une identité, c'est comme une carte d'identité dans laquelle il y a 4 bords, donc une boîte dans laquelle il y a une photo, c'est comme votre carte d'identité, il y a une photographie, il y a quelques critères et puis vous êtes bloqué là-dedans. Bernabé disait, ça c'est complètement enfermant, c'est complètement limitatif. Il faut parler de personnalité martiniquaise, parce qu'une personnalité, ça ne vous empêche pas de revendiquer vos racines, mais ça ne vous empêche pas de revendiquer vos choix et vos décisions. Et moi, je suis plutôt dans la pensée de Jean Bernabé de ce point de vue-là. Je suis pour la promotion d'une personnalité martiniquaise riche de toutes ses différences. En fait, je voulais revenir sur l'intervention d'un monsieur un peu plus loin qui parlait quand on recherche un individu noir, enfin on va le décrire d'une manière. Moi j'ai travaillé dans un service où par exemple quand on recherchait quelqu'un, à partir du moment où il était noir, on disait de type négroïde et cheveux crépus ou métis, et c'est tout. Et quand c'était un blanc, on disait de type caucasien. Voilà, moi j'ai jamais entendu ni les Chabins, ni les Indiens, ni les... Non, c'est de type caucasien ou de type négroïde, cheveux crépus, métissés, qui fait tant, enfin voilà, les descriptions. Je voulais vous remercier tous les deux, vraiment. Moi je reste sans voix, hein. Franchement, ce livre je ne l'ai pas lu, je pense que je vais le lire, mais je voulais rebondir aussi sur tout ce que j'entends. Parce que moi, je suis née aux Antilles. Je n'ai pas grandi aux Antilles, je suis partie petite. J'ai grandi en métropole, j'y suis restée 30 ans. Je suis venue en Martinique parce que j'ai rencontré un Martiniquais, faire ma vie. Ça fait presque 18 ans que j'y suis. Et c'est vrai que quand j'habitais en métropole, j'entendais souvent dans la communauté antillaise dire le Chabin, le mulâtre, le ceci, le cela. Il y a des mélanges dans toutes les familles, hein,
c'est propre à toutes les familles. Mais en fait, en métropole, on disait noir. Vous êtes noir, ils ne vont pas dire vous êtes chabin, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes noir. Peu importe où vous irez, parce que bon, moi j'étais en région parisienne, mais j'ai été partout en métropole. Et on vous voit noir. Il n'y a pas ce colorisme qui existe ici, qui perdure, et les gens sont dans ça. Moi, je ne comprends pas. Bon, est-ce que c'est pour se différencier des autres? Moi, je ne comprends pas trop. Est-ce pour l'ascension sociale? Des fois, j'essaie de comprendre, mais bon. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes des parents. Je ne sais pas pour... bon, moi, je suis parent d'enfants adolescents. Et quand j'entends tout ça, je me pose encore des questions parce que c'est beaucoup trop présent. J'avais lu un livre en arrivant ici d'Errol Nuissier, qui était vraiment bien. Il a écrit, je crois, trois livres. Je n'ai pas lu le dernier, mais le premier, c'était « Violence dans les sociétés créoles ». Et c'était parlant pour moi parce que je cherchais... En fait, quand vous êtes déraciné comme ça, vous cherchez votre identité culturelle parce que, en fait, vous êtes perdu. Vous voyez, vous partez d'un endroit, vous allez à un autre, vous revenez. Et c'est vrai, quand je parle en créole, bah, les gens, ils me regardent, ils ne comprennent pas. Votre nom, il vient d'où? Pourquoi elle parle comme une blanche? Pourquoi ceci? Quand vous parlez en créole, on vous dit « Ah ben non, le tien, il est trop francisé. Pourquoi tu parles ce créole-là? C'est pas le créole d'ici. » Enfin bon, voilà. Et avec les adolescents, justement, j'entendais la dame qui disait qu'elle était enseignante. Et les adolescents, effectivement, ils rangent les choses dans les cases. Mais quand je regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et puis les jeunes autour de moi, bah, il y a encore cette intolérance qui est beaucoup trop présente. Et quand vous regardez des informations, eh ben, c'est que ça. L'homophobie, l'harcèlement scolaire, l'harcèlement de je sais pas quoi. Les femmes, il y a encore eu un féminicide il n'y a pas longtemps. Mais c'est constamment, et on vous balance ça, mais en permanence. Et je crois que, en fait, il faut arrêter, quoi. Faut changer. Je ne sais pas où on va, là. Qu'est-ce qu'on apporte à nos enfants qui arrivent? Moi, je ne sais pas. Moi, ma grand-mère, elle est née en 1928. Des choses que mes grands-parents disaient, on est en 2024. Mon sang, on répète la même chose. Je crois qu'on a tous un rôle à jouer dans cette affaire et on ne peut pas simplement le regarder de l'extérieur en disant que les gens ont un problème. Ce truc, il est là. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Je ne suis pas pour les comparaisons systématiques entre la France hexagonale et la Martinique. Non, je l'ai entendu, votre vécu, je l'entends. Mais moi, ce que je dis, ces comparaisons systématiques entre deux espaces qui ont des choses en commun, mais qui sont structurellement différents, sociétalement différents, et souvent, ce sont des comparaisons qui ne nous grandissent pas. Donc, je ne suis pas pour ces comparaisons. Comparons avec d'autres îles à côté, savoir comment elles gèrent l'héritage esclavagiste, le colorisme, comparons. Mais ça n'a pas de sens. Pour revenir un peu à ce qu'Emmanuel disait, pour revenir à la question que tu posais à Emmanuel. Oui. Pour revenir à la question que tu posais et avoir entendu sa réponse. Je ne sais pas si tu veux réagir. Si tu veux réagir, tu pourras. Non, mais je trouve que c'est bien d'assumer un peu les choses et de dire, on est là pour échanger, on n'est pas là pour se convertir à une façon de penser. Mais par contre, je trouve ça bien, libérer la parole sur des thèmes, des fois, ou des mots qu'on a... On a même des fois une forme de gêne à exprimer certaines choses, alors qu'il ne faudrait pas. Si tu veux dire autre chose, je t'en prie, j'aimerais bien dire quelque chose sur ça aussi, quoi. OK. Voir cet effort de définition, je trouve ça bien. Maintenant, se dire que la définition de qui je suis ne dépend que de ce que je pense, ça ne me semble pas réaliste. Parce qu'il y a aussi, on peut effectivement, tous on se dépatouille avec ça. Essayer de se dépatouiller. Ah, mon cas dit comme ça, mais pas complètement pas comme ça. On se dépatouille tous avec ça. Ceci dit, on est souvent en train de parler de qui sont les Noirs, les immigrés, les Arabes,
les métis, et rarement on parle des personnes blanches. Comme si elles n'ont pas d'effort de définition à faire. Et on est dans un temps où, de plus en plus, il y a une idée dominante que les personnes blanches, leurs mœurs, ça n'est pas le centre du monde. Elles ont été en capacité, appuyées à certains moments par des gouvernements, des armées, pour imposer une vision du monde, un paradigme, mais de plus en plus, les gens se rebiffent aux quatre coins du monde pour dire que la blanchité n'est pas un repère. Et quand on nous demande constamment, à nous les personnes blanches, de nous définir, c'est quoi notre identité, où est-ce qu'on est, et on ne demande pas ça aux personnes blanches, je dis non, il faut qu'elles fassent cet effort de définition. Il faut qu'elles fassent cet effort de définition, sachant que, qu'on le veuille ou pas, il y a une façon de concevoir c'est quoi un béké. Ici, vous demandez aux gens, ils vous diront. Et je trouve que la vérité se trouve entre les deux. Ce que eux disent d'eux et ce que les gens aussi disent, parce que nous sommes irrigués par une histoire qui n'a pas 2 ans. Elle a 300 ans, cette histoire. J'ai tenu à poser cette question-là parce que j'ai voyagé dans la Caraïbe récemment et la personne ne connaissait pas la Martinique. Et j'ai réalisé qu'on ne connaissait pas la Martinique par rapport à l'histoire de la Martinique. En fait, c'est pas parce qu'on a la même histoire, mais pas par les mêmes personnes. Et ça fait qu'on est isolé du reste de la Caraïbe. Et du coup, j'ai présenté un peu la Martinique et j'ai parlé des békés avec la définition que moi j'avais des békés. Et la personne s'est moquée de moi. À la Jamaïque. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que même si en étant en Martinique, je sais très bien, tu parlais tout à l'heure, j'ai noté, comme le monsieur, la première phrase, la différence n'est pas une menace. Non, pour moi, c'est une richesse. La menace, c'est l'injustice et l'inégalité, pour moi. Et même si en tant que je me définis comme une Martiniquaise, je suis consciente de l'injustice et l'inégalité qui existent avec cette caste béké, encore aujourd'hui, le fait d'être avec quelqu'un que je pensais être comme moi par rapport à son histoire et qui s'est moqué de moi par rapport à ce que je vis, ça m'a explosé en pleine face, en fait. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il doit y avoir un problème dans ce qu'on entend dans la définition des békés aujourd'hui. C'était quoi cette moquerie? Je veux comprendre. Mais en fait, il s'est dit, mais attendez, je comprends pas. Et c'est là que vous achetez à manger? C'est là que vous achetez vos voitures, vraiment? Mais vous n'êtes pas des Caribéens? C'est ce qu'il m'a répondu. Le monopole des békés en Martinique. Et que nous, ce qu'on appelle, je suis assez d'accord, les descendants de personnes qui ont été déportées, qui continuent à enrichir cette caste béké. Et c'est devenu monnaie courante, en fait. C'est notre façon de vivre aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Même si on essaye de s'en défaire, c'est très compliqué. Okay? Et donc, du coup, c'est ça qui avait provoqué les moqueries. Je me suis dit, non, il faut que j'ai la vraie définition. Juste une question. Imaginons que ce ne soit plus les békés qui soient les monopoles de la distribution, que ce soit des Noirs. Est-ce que ça change le fait qu'il y ait des monopoles et des gens qui soient exploitants et d'autres qui ne le sont pas? Est-ce que la question, c'est c'est une question que je pose. Oui, est-ce qu'au lieu de se focaliser, de se dire, sans avoir d'ailleurs les vrais chiffres, parce qu'on est souvent dans le mythe, est-ce que la vraie question n'est pas de se poser de quelle société voulons-nous? D'une société moins inégalitaire, et cela veut dire que quel que soit le groupe, la couleur, ça veut dire qu'il y a des inégalités qu'on n'accepte pas. Et que donc on puisse comprendre et accepter qu'il y a des gens, quelle que soit leur couleur, qui sont partisans du maintien des inégalités, et d'autres qui, quelle que soit leur couleur, sont partisans de la diminution des inégalités. La réalité, c'est peut-être ça. C'est peut-être que, puisqu'on parle toujours de ne pas mettre des gens dans des cases, c'est peut-être d'accepter que tout le monde, parce qu'il est considéré comme appartenant à un groupe, il a forcément cette façon de penser, quel que soit le groupe. Donc c'est admettre ça. Ce qui, par exemple, concernant la question que vous posez, s'agissant du béké à Emmanuel, vous assignez à Emmanuel la position d'être béké,
Mais Emmanuel n'est pas obligé d'accepter la revendication de se Pardonnez-moi de dire... vous interrompre, mais je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas posé la question à Emmanuel. J'ai posé la question à qui voulait répondre. C'est monsieur Emmanuel qui est venu prendre le micro en se considérant légitime à répondre. Non, c'est Steve qui lui a Peu importe, mais c'est pas moi. Vous ne me dites pas vous assignez à. D'accord? Je vais reprendre une phrase qui est dans le livre, celui-ci, et qui est, donc, qui est une phrase de Steve Gadet sur ce questionnement-là. Et je la reprends, page 49. N'est-ce pas à la place démesurée que certaines personnes notent au béquet dans leur imaginaire? Alors, je précise, je ne sais pas si c'est... A priori, je suis ni descendant d'esclavagisés, ni d'esclavagistes. Ça fait 42 ans que je suis ici, mais a priori, on ne sait jamais. Mes 132 000 avant, je ne les connais pas tous. En même temps, cette façon de voir est nourrie par des réalités troublantes. Donc on arrive sur quelque chose, et souvent on confond deux choses. Oui, la place des entreprises dirigées par des béquets sur notre échiquier politique est particulièrement disproportionnée quand on considère leur nombre à la Martinique. Néanmoins, ce que je dis ici, et donc c'est Steve Gadet qui le dit, c'est qu'il nous faut refuser les deux extrêmes, car il nous faut manquer de lucidité. Je rappellerai juste un élément. On parlait de grande distribution. Si on prend dans l'histoire, et encore l'histoire récente aujourd'hui, si on prend les groupes, on verra qui est celui qui possède le plus d'hypermarchés en Martinique, par exemple. Et ce n'est pas un béquet. Vis-à-vis de ça, si on regarde aussi, nous sommes dans une société de services. Et la société de services, je connais peu dans l'histoire, dans les services qui sont, et c'est 70% les services en Martinique vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc derrière, je ne veux pas aller plus loin parce que ça pourrait entraîner loin sur beaucoup de choses et ce n'est pas le sujet, mais vis-à-vis de ça, il y a effectivement, je reprends cette phrase, donne aux béquets dans leur imaginaire. Oui, excusez-moi, juste, monsieur, est-ce qu'il y a une autre question après monsieur? Et on va demander après à Steve Degas. En fin de compte, j'aime bien la question que pose madame parce que ce n'est pas hypocrite. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on mène la politique de l'autruche. Qu'on le veuille ou pas, la position du béquet est, comment dirais-je, hiérarchiquement, le béquet est mieux placé. Donc c'est lieu à l'histoire. Forme d'injustice ou pas, et c'est pour ça que je disais que, qu'on le veuille ou pas, il y a eu des critères raciaux qui ont été créés. Alors j'ai souvent entendu des dames dire que moi, quand j'étais en France, on ne parle pas de race. Moi, je vais vous dire, j'avais 13 ans. Et à un moment, j'ai dit, Monsieur de Rênal, c'est je pense à un homme qui s'appelait de Rênal, qui m'a baptisé et qui était prêtre. Voilà, le père de Rênal qui est au Lamentin. C'est pour ça que j'ai dit monsieur, parce que je me rappelle, et je travaille à l'hôpital. Et ce que, justement, qui m'a donné, c'est peut-être, ça va paraître un peu banal ce que je vais dire, mais les grandes personnes le disent toujours. On peut faire ça au lait, ou peut haut, ou peut bas, ou qui est mort. Et avec cette phrase-là seulement, l'hôpital m'a montré ce que c'est que la vie et que l'humanité. Et monsieur de Rênal qui m'a baptisé, c'est pour ça que j'ai dit monsieur, en pensant à lui, parce que j'avais respect. J'étais enfant de cœur avec le père Galap et le père de Rênal au Lamentin. Et j'arrive à l'hôpital, je vois un homme qui est sénile, comme ça, qui est pratiquement tout nu. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. J'ai eu l'impression que j'avais un contact avec cet homme. Et comme ça, je me baisse comme ça pour lui dire, mais monsieur, qui êtes-vous? Je le recouvre parce qu'il était nu, mais il était pratiquement sénile. Et il ne pouvait pas me répondre. Mais comme il avait son bracelet, je vois qu'il s'appelle de Rênal. Et donc, ça m'a rappelé toute une histoire où j'étais gamin, père Galap, père Maxime et père Miron. Bref, fermons cette parenthèse. Je reviens à lorsque j'étais en France. Quand j'étais petit, j'entendais souvent dire, t'as senti Milat, t'as senti Kouli, t'as senti ceci, mais jamais ça m'a frappé. Jamais cette nuance raciale ne m'a fait mal. Par contre, après la mort de mon père, je suis parti en France. Et en France, j'étais à l'école. Et à l'école, c'est là que j'ai su que j'étais un nègre. Contrairement à tous ces gens qui parlent de la France, il n'y avait pas de nuance, c'est en France que je me suis senti le plus complexé. Et lorsqu'on m'appelait, on me dit Léry, lecture, et que j'étais à l'école et que je voulais lire, même le professeur, tout le monde se moquait de moi, là, je me suis dit qu'il y a une différence. Donc, qu'on le veuille ou pas, le monde béquet existe. Mais que le monde béquet est un monopole, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Dans le sens que l'histoire est comme ça. Peut-être que si moi, j'étais à la place du béquet, j'aurais eu le monopole.
Ce que je demande, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire l'effort, ce que je dis, c'est que je préfère qu'il est déjà là, il est martiniquais comme moi-même, alors il est arrivé à une époque, moi je sors d'Afrique, comme je le dis, j'ai deux solutions. Soit je le détruis, ou il me détruit. Mais ça, c'est la solution la plus négative. La meilleure solution, c'est que nous soyons en osmose et que dans ce pays Martinique, nous puissions travailler avec une certaine justice. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas qu'il y ait d'inégalité. Que le béquet ou que le nègre ait un monopole, ou que ce soit en Israël ou autre qui ait le monopole, je pense que si on a un brin d'humanité, on va travailler pour faire peuple. Et c'est ça. Oui, faire peuple. C'est ça qui pour moi, faire peuple, c'est ça qui est la base. Mais le côté racial, qu'on le veuille ou pas, ça a existé. Parce que personnellement, j'avais un complexe. Le complexe que j'avais, je vais terminer, monsieur, je vais bientôt terminer. Le complexe que j'avais, j'ai été guéri par des gens comme Glissant et comme Fanon. Je n'étais qu'un acculturé. C'est également lié à l'histoire, c'est également lié au racisme, c'est également lié à la hiérarchie raciale, qu'on le veuille ou pas. Et quand j'ai lu Fanon, à un moment qu'il me montrait, je répète souvent cet exemple, qui me montrait les traits cheveux, pour moi, le cheveu plat était déjà celui qui était le plus beau, parce qu'on me l'avait mis dans la tête. Et quand je lis Fanon, il me dit non, le cheveu plat, le cheveu crépus, le cheveu indien, c'est une nuance, qu'il n'y a pas de supériorité. Et c'est ce travail-là que nous avons à faire, de telle sorte que nos enfants puissent se donner la main, de telle sorte que nos enfants également ne soient pas complexés pour avoir des sociétés de distribution, pour avoir des magasins, et pour qu'ils puissent, même si ce n'est pas évident, puisque les béquets ont déjà une bonne partie, mais nous avons la possibilité de lutter pour que nous puissions, comment dirais-je, vivre en harmonie. Donc c'est pour ça que la question de madame est intéressante. Il ne faut pas amener la politique de l'Autriche. Oui, les béquets ont un monopole, mais c'est à nous, justement, de pouvoir se donner la main et de ne pas avoir de complexe, de faire le travail qu'il faut au niveau humanitaire. Donc c'est ce que je voulais dire, je me répète, mais c'est capital. C'est capital pour nous, c'est capital pour les enfants, pour que nos enfants antillais, les métis que nous sommes, comme le dit Glissant, le peuple du tout monde, avec un mulâtre comme moi, un béquet comme celui-là, un nègre comme l'autre, ou un indien, puisse, ou un chabin également comme madame, puisse fonctionner, et puis que nous ayons la paix dans notre pays. C'est capital. Merci. Oui, j'ai mon fils qui me disait il y a quelques jours que pendant le carnaval, il y avait un refrain qui était souvent répété. L'air, je ne connais pas l'air. Hein. C'était « Chabin pas la mode encore ». Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que Fola, tu t'appelles Fola, c'est ton nom d'artiste, ton nom de musicien. On s'est vu souvent, mais je n'ai pas eu l'occasion de connaître, d'entendre ton thème de voix. Si ça ne te dérange pas, tu pourrais nous donner un petit slam. Je le ferai avec plaisir, comme c'est toi qui me demandes. Je vais aller chercher mon recueil de poésie, juste là. Mais avec plaisir. Bien, avant, je voulais simplement vous... Merci Emmanuel. Je voulais simplement vous remercier pour ce moment, sans grande prétention, hein, mais essayer de se parler. Et je sais que ça va déclencher ou ça va nourrir d'autres conversations, c'est ce qui est bien. Certains d'entre nous, on va se donner rendez-vous sur la page. Voilà, je voulais simplement vous dire merci. Et puis, nous pas fin de parler, c'est impossible. Nous, quand on entre à l'ambitin, qu'il est impossible que nous parler de tout ça, nous t'ayons envie de parler, même si nous tenons 3 et 5 des jours. Ça n'est pas possible. Donc, nous avons fait ça, nous payer. En tout cas, on veut dire tout ce que l'on a dit, merci. Merci pour l'invitation à Zot. Merci pour être écouté là aussi. En senti que vous comprenez sans essayer de dire dans le livre. On a dit merci pour ça. Et on a dit Zot aussi merci. Et puis, pays là, besoin de toutes ces monnaies. C'est ça qu'on a dit. Pays là, besoin de toutes ces monnaies. Il y a un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Méfie-toi ».
Méfie-toi. Méfie-toi des mots qui cadastrent ton imagination. Méfie-toi des communautés qui t'empêchent de cultiver ta singularité. Des groupes qui t'interdisent de penser par toi-même. Ces groupes qui réclament l'allégeance aveugle. Méfie-toi. Méfie-toi des groupes qui t'empêchent de laisser fleurir ton intelligence. Je parle de ta capacité, de ton envie de comprendre, de poser des questions. Méfie-toi des gens sans visage qui diabolisent la différence. L'existence arbore d'autres couleurs. Quand on comprend que la différence nous ouvre les portes du monde. Les mains pleines de jade et de rubis, parfois ces gens qu'elles dérangent, leur sang circule sous toutes sortes de peaux. Des âges différents. Ils agissent dans des lieux différents. La cour de l'école, la cantine, la boîte de nuit, le quartier, la salle de sport, le lycée, ta communauté religieuse, ton parti politique, au boulodrome, à l'université, dans l'association de quartier, sur le piquet de grève. Sois toi-même et garde l'œil ouvert. Si un jour, il te demande d'éteindre la bougie de ton esprit critique, obéis à la poésie que tu as dans le ventre, celle que tu entends sans la prendre au sérieux, celle qui bouscule un peu ta normalité, celle qui reflète ta singularité. Ne la partage pas avec tout le monde comme moi sur ces pages ou devant ce micro, mais laisse-la sortir, prendre forme dans ta tête, dans ton cœur, ta bouche, sur un support si tu en ressens l'envie. Méfie-toi des gens qui déguisent leur peur en recommandation. Leurs limites ne devraient pas être contagieuses. Si tu es seul à percevoir les possibilités, le dictionnaire te définit comme un visionnaire. Alors avance, un pied devant l'autre, mais surtout méfie-toi de ta propre détermination. Méfie-toi de tes convictions. L'intolérance et la paranoïa se tiennent debout dans nos ventres et dans nos cœurs. Douter de temps en temps de sa marche dans ce monde. Explorer le champ des possibles. Accepter d'être incompris. Porter le poids de la responsabilité. Se cogner contre le mur du réel. Sortir des cadres. Changer de méthode. Où sont les restes de la colonisation? Que dit le gendarme de nos imaginations? Quelle langue parle-t-il? D'où viennent ces normes et ces règles? Avec ou sans tuyau, l'eau trouvera son chemin. Merci à toi, merci à vous. Et je n'aurai qu'un mot. Tous Créoles vous remercie d'être présents. Et plus que jamais, notre mot d'ordre, faire de nos différences une œuvre collective et d'actualité. Merci de nous aider à réaliser.